poser des questions et qu'on puisse partager l'expérience de tout le monde par rapport à la sagesse ou par rapport à l'éducation. On va avoir différents thèmes. On va parler aussi des téléphones. J'ai oublié de les mettre sur vibreur. Mettez vos téléphones sur vibreur pour éviter d'oublier de les rallumer tout à l'heure. C'est pas grave. Alors. C'est lui qui n'a pas la même dimension. Moi, je suis là pour m'assagir. T'en as besoin. C'est bien de... Mais c'est bien que tu en aies conscience. Enfin, au moins 4 séances. 4 Un bon plus. Ça va, c'est pas mal, 4, c'est raisonnable. Et vous alors, tu as posé une question, moi j'ai répondu. Oui, alors quelle est... Moi je pense que c'est l'étape ultime qu'un être humain. Disons que. Oui, je pense que c'est impératif d'y rentrer très vite pour vivre la vie pleinement, quoi, dans tous les sens du terme, quoi. Donc, ouais, plus vite on peut y rentrer, plus vite, mieux on doit être. Au fur et à mesure qu'il n'y a pas de technique, que chacun a sa propre technique, mais qu'il y a quand même des troncs communs qu'on peut essayer, que l'on peut utiliser, que l'on peut... Ah, il y a des techniques, donc en 4 fois je peux y arriver. Ouais. C'est pas un Peut-être même en 3, Oui. si tu es bon élève. Je suis bonne élève. Ah non, c'est pas à toi de le dire. Quand même, je me connais, c'est bien, c'est ça aussi la sagesse, c'est se connaître aussi. Faut le savoir, mais faut pas le dire. Sinon tu n'es plus Bon, sage. j'ai un avantage sur tout le monde, c'est que mon vrai prénom c'est Akila, et qu'Akila veut dire sagesse. Donc déjà j'ai un avantage. Comment tu l'écris? Akaïela. Dans la spécificité. Alors, Et pourquoi tu ne le gardes pas, ce joli prénom? je l'ai changé il y a 4 ans, 5 ans. Bah, tu es avec toi. Parce que, ouais, mais je me répétais au téléphone. Ah oui, ça Tout c'est... simplement. Ouais, d'accord. Donc les gens qui me connaissent depuis plus de 4 ans m'appellent comme ça. Et c'est d'origine? Ah oui, algérienne. Oui, oui. Voilà. Ça se traduit. Donc j'ai un sagesse. avantage sur vous, j'ai une Il y a- prédisposition. On a Sophie aussi Oui. qui Je veux dire sagesse. s'apparente à la Oui. sagesse. Sophia. Oui. Sophia, Ah, tu vois, j'ai déjà appris, la conférence n'a pas démarré que j'ai appris quelque chose. je suis ravie que ça vienne de moi. Tiens, Pour une fois, ça change. Ah, C'est souvent puis, Marc le là, maître. là, tu as marqué une trace indélébile dans mon esprit. À jamais. Ouf. C'est gentil. Si c'était déjà pas fait. Nous sommes sauvés, ça fonctionne. Ouf, sauvé. Alors, on est en Wi-Fi là, donc c'est rare, mais ça fonctionne. En fait, ils s'en foutent de ce qu'on a répondu. C'est juste pour gagner, juste pour meubler. Pour meubler. Aussi. Mais pas que. Je m'en servirai tout à l'heure. Alors, le thème pour lequel on se voit ce soir. Et sagesse et spiritualité, dans lequel on pourra aborder différents domaines en fonction de ce que vous aimerez. Mais on verra ça à travers d'autres textes. Donc je vais récupérer différents textes qui viennent de différents livres de sagesse, de philosophie, d'ésotérisme, d'occultisme, et qui parlent principalement de relations entre soi et soi. On verra que c'est des textes dans lesquels c'est les relations maître à disciple,
mais qu'on verra que, on va le voir dans les pages suivantes, que le maître veut dire aussi un objectif, veut dire un projet. Donc on peut appliquer tout ce qu'on apprend dans une philosophie, dans une religion, dans une sentence, dans un texte ou dans une phrase du peuple, comme les premiers seront les derniers, on peut arriver à trouver justement des thèmes philosophiques et de spiritualité. Alors par rapport à la conférence d'aujourd'hui, donc le but c'est la même chose, c'est la dernière de l'année, donc on a choisi la spiritualité parce que c'était la dernière de l'année, mais en même temps, donc le but c'est de trouver, à travers ce qu'on va voir, des petits éléments qui peuvent nous correspondre, indépendamment ou collectivement, et qui peuvent nous aider à mettre un pied devant l'autre vers ce que tu as appelé justement plus de sagesse, si on en a le souhait. Mais certains peuvent arriver à la sagesse par le sport, d'autres par la musique, d'autres par les études, et ainsi de suite. Il n'y a pas un élément, mais c'est plus facile d'y arriver par les arts majeurs ou par les vertus cardinales que par l'opposé qu'en disant des gros mots ou en faisant la guerre. D'accord ? Donc il y a quand même des... Ça passe tout de même par l'esprit, même si on parle de sport. Il y a des sages qui n'ont aucune érudition et qui sont sages, sans rien avoir appris, mais ils sont tellement connectés avec la vie, avec les éléments, qui font que ils sont tout le temps à la source. Donc on peut appeler ça l'esprit, mais il faut y faire attention. Donc le but n'est pas de savoir qui a tort ou raison, c'est de regarder éventuellement les mauvaises formes qu'on pourrait mettre dans la vie pour les changer par des bonnes formes, parce que souvent on a de très bons fonds. Donc on évite de se couper ou de dire non à ce que l'on évoque chacun d'entre nous, parce que le non coupe, et c'est plus facile pour partager les solutions que chacun a trouvées. Donc on est là pour partager les solutions, et pas pour enfoncer des portes ouvertes que l'on fait toute la journée. Donc on est plus dans le verre à moitié plein que dans le verre à moitié vide. Donc toutes les ressemblances sont fortuites, parce que ça concerne, on ne parle pas des gens qui sont ici, on parle des gens qui sont dehors. Souvent on dit, moi ça ne me concerne pas pour telle et telle raison, donc on parle des troncs communs, pas des gens qui cherchent. Après, s'il y a des cas particuliers, on pourra en parler, si besoin. Donc le téléphone sur vibreur pour éviter de le couper. Moi, j'ai aussi des qualités et des défauts. Donc dans mes défauts, je parle doucement, donc je prends un haut-parleur. Dans mes défauts, des fois, je parle très vite, donc on ne comprend pas grand-chose, donc vous pouvez me faire répéter. Dans mes défauts, des fois, je fais des zooms, et je ne sais plus d'où je suis parti, donc je vous demanderai où on en était. Et n'attendez pas la fin pour aborder le sujet qui vous plaît. D'accord ? On a 1h30 ensemble. La présentation, c'est ce qu'on est en train de faire. On a 45 minutes de conférence, et même plus, parce que je ne vous ai pas préparé les textes pour 1h30. Mais, même si on n'a pas à 1h30 de texte, on peut évoquer les sujets qui sont importants pour vous. Et voilà. Donc le CV, il n'y en a pas besoin dans le sens où on est plus dans la spiritualité. Mais, si vous voulez que je vous en parle après, j'en parlerai après. Alors certains peuvent connaître quel est cette statue. Est-ce que vous connaissez? Elle est un peu connue, mais voilà, on connaît, mais on ne sait pas vraiment qui, quoi, comment. Yveline, tu peux nous dire? C'est Lao Tse, c'est le maître Lao Tse. Ah, ouais. Voilà, donc c'est taillé Je connaissais son dans nom. un rocher. C'est une belle statue. C'est un maître chinois. Alors les sujets abordés, justement, dans un type de phrase comme « quand l'élève est prêt, le maître est là », on va beaucoup tourner autour de ça aujourd'hui, parce qu'on verra que ça influence n'importe quel domaine, que ce soit la spiritualité, l'esprit, les émotions, le physique, tous les domaines fonctionnent de la même façon. Donc quels sont les chemins à découvrir, à parcourir, quelles sont les qualités à développer, s'il y a besoin, certaines qualités on les a, d'autres sont potentiellement à développer, quels sont les buts ou les conséquences, le parcours, l'attitude. On abordera les sujets en fonction de vos questions. On n'est pas censé tout aborder. Alors, je vous ai choisi donc différents passages dans différents... Donc ils ne sont pas forcément, ils sont pas dans une suite logique, mais vous verrez qu'ils parlent tous de la même chose. Donc on le décortira à différents niveaux. Ce qu'on a vu, c'est beaucoup de l'hygiène de vie. On nous apprend à nous laver les dents, mais on ne nous apprend pas, enfin pas entièrement, pas complètement, des fois oui. Par exemple, si on dit à des enfants ou à des adultes de se coucher tôt, c'est parce que c'est une raison. Et si on apprend à se coucher tôt, c'est plus facile pour avoir une vie stable et après pour arriver justement à la sagesse. Avec l'âge vient la sagesse. Après, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, qui fait qu'il peut y avoir des enfants ou des adultes qui arrivent à vivre l'inverse, à vivre la nuit et à dormir le jour, mais c'est rare. Pour la majorité, c'est presque impossible. À temps complet.
Donc ça sera des histoires de bon sens, de logique. On pourra évoquer aussi dans les textes qu'on verra la situation de parents, parce qu'un parent est un maître par rapport à l'élève, un prof est un maître par rapport à l'étude, parent par rapport à l'enfant, prof par rapport à l'élève, et ainsi de suite. Donc il va revenir. Alors. Donc à chaque fois qu'on parlera de maître dans ce détail, ça peut être un maître de sagesse, mais ça peut être aussi un projet vers lequel je me dirige, parce qu'un projet constructeur fait partie de ce que l'on peut appeler quelque chose qui nous attire, qui nous plaît. Donc ça peut être un référent. Lorsqu'on est étudiant, un référent c'est un livre par exemple, ou ça peut être un professeur, ou ça peut être une direction des études, ou ça peut être un projet, et ainsi de suite. Donc on abordera l'alchimie, les philosophies, les religions, dans les partages et les différences entre vous ce soir. Il y a forcément un référent. Ouais. Par exemple, c'est plus facile de partir sur un référent au début. Après, quand on est avancé, on peut s'en passer. Mais au début, c'est un peu comme si on est sur l'eau, avec son bateau. Il vaut mieux avoir un phare et des étoiles pour se diriger. Après, si on est plus... C'est plus difficile, mais il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. D'accord ? Donc, pour la majorité, c'est plus facile d'avoir un référent, d'avoir quelqu'un qui nous tient la main pour apprendre à marcher, que d'apprendre tout seul. Si on apprend tout seul, qu'est-ce qui se passe? Si un enfant apprend tout seul à marcher, donc sans référent, sans adulte, qu'est-ce qui se passe dans la majorité des cas? Il ne marche pas, il marche à quatre pattes. S'il est tout seul, il n'a pas vu qu'on se tient debout, il marche à quatre pattes. D'accord. Ou il rampe, ou il roule. Mais Si un enfant ne voit pas... Non, s'il n'a pas d'exemple, il sera à 4 il a 9 chances sur 10 de jamais marcher. Ah, quand même. C'est la même chose qu'un enfant, vous le gardez tout le temps dans les bras. Si un enfant est éduqué et que vous le gardez tout le temps dans les bras, sans jamais le poser par terre, même si vous le gardez 3 ans dans vos bras, une fois qu'il a 3 ans, il ne marchera pas. Parce qu'il n'aura pas développé ses jambes, donc ce ne sera pas possible. Et ainsi de suite. Alors, on attaque avec ce premier texte. Voilà. Il n'est pas passé ici. On a exceptionnellement des fois des petits problèmes. Parce que j'ai joué avec les fils. Ah, ça y est. Donc c'est des extraits tirés d'éducation entre maître et disciple. D'accord ? Donc là derrière, on peut retrouver ça dans n'importe quelle philosophie, n'importe quelle religion, n'importe quelle institution et autres. Donc ce qui nous intéresse, c'est le fond de l'histoire, pour savoir ce qu'on peut en faire dans notre propre vie. Alors, l'un de nos maîtres a dit, qui désire nous suivre, donc nous suivre, c'est l'exemple des maîtres, ou l'exemple des parents, ou l'exemple des professeurs, ou l'exemple des politiques, ou l'exemple doit passer par votre monde dans le nôtre, de votre monde dans le nôtre. Donc ça veut dire qu'on doit être actif, c'est-à-dire physique, avant de vouloir aller dans la spiritualité, il faut être incarné. Il faut d'abord savoir, c'est un petit peu la même chose que si vous êtes président, donc maître, il faut d'abord que vous soyez généralement ministre, il faut généralement que vous soyez, avant ça encore, voilà, différent. Je vais faire un autre réglage, parce que là je vois que mon ordinateur fait des siennes, et ça va être embêtant. Ah oui, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui l'ordinateur? Parce que je vais... On a un candidat potentiel qui n'a pas été ministre. Oui, mais il y a toujours des critères qui confirment la règle. Donc on a dit qu'on ne forçait pas des portes ouvertes. C'était pour faire De ceci. D'accord. Mais il y a très peu de chances pour que ça fonctionne. Parce que sa femme ça a été. fonctionne. Il a fait gagner parce que sa femme a été. Ah, sa c'est compagne a été. Ah. C'est pour ça. Alors, il faut que je regarde ça ici.
Il arrivera jusqu'au bout. Ah, il va aller jusqu'au bout. Ah, il peut. Il va. Il va. C'est deux candidats. Il va. Tu es prêt? C'est le peuple qui va. C'est tout ce qu'on nous reproche, justement. C'est de ne pas avancer notre avancement. Ça doit être là-dessus qu'il va pas y Alors, donc, cela ne signifie pas la nécessité de renoncer à la vie journalière, donc de devenir maître, ou de devenir président, ou patron d'une entreprise, donc, ou professeur, et de vivre en ermite. Nous devons nous acquitter avec le plus de zèle que jamais de toutes les obligations qui nous sont échues dans l'étrange drame de l'existence. Donc le drame, c'est l'histoire de la divine comédie. Mais bien la nécessité pour l'aspirant d'abandonner son attitude ordinaire et d'adopter celle des maîtres. Donc qu'est-ce que ça vous dit comme type de passage? Ça vous parle de quoi? C'est un peu confus pour moi. C'est la même chose que si vous voulez devenir prof, il faut que vous puissiez, ou avoir un diplôme, il faut que vous puissiez aller à l'internat. À l'internat, vous enfermez quelque part, donc vous devenez ermite. Maintenant, c'est pas parce que vous allez vous enfermer quelque part que vous devez abandonner tout le reste. Il y a certaines études qui demandent à s'enfermer éventuellement énormément par rapport aux hautes écoles et autres, et puis il y en a d'autres sur lesquelles vous pouvez aller au cinéma, vous pouvez vous amuser, il y a certaines études où les étudiants restent des jours et des heures sans sortir et autres pour pouvoir être dans les meilleurs, parce qu'il y en a très peu qui sont retenus. Et du fait qu'il y en a très peu qui sont retenus, ça va pas. Alors je vais continuer à lire, mais je vais essayer de remettre l'écran parce qu'il n'est toujours pas. Mais en fait, c'est un ordinateur, c'est pas l'écran. C'est pas l'écran, c'est pas lui. C'est l'ordinateur qui ne suit pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre certaines choses. C'est la parade, c'est l'épée. La suite est là. Alors, il me parut, alors que ces notes, donc c'est un autre passage, hein, il n'y a pas toujours de lien entre deux pages. Il me parut alors que ces notes étaient en grande partie les paroles même du maître. Je ferais bien de m'assurer qu'il n'y a pas eu d'erreur de transcription. Donc c'est des discussions entre disciples et maîtres justement d'Orient. J'emportai donc chez le maître K les copies que j'avais faites à la machine et lui demandai d'avoir la bonté de les lire. Il les lut, changea un mot ou deux par ici, par là, ajouta quelques mots de liaison et d'explication et quelques autres phrases que je me rappelais lui avoir entendu prononcer. Puis il dit « Oui, cela me paraît correct, ça ira », mais il ajouta alors néanmoins de montrer au Seigneur M, donc une autre personnalité, bientôt on fait des signes. Alors néanmoins, le Seigneur M, allons voir néanmoins, donc en fait il y a une hiérarchie dans ce groupe de corporations qui fait que de la même façon, tout ce qui est en haut comme ce qui est en bas, ça veut dire que on retrouve la même chose néo-philosophique que l'on peut retrouver au niveau hiérarchique d'une entreprise ou de la politique. Et nous allâmes ensemble, en portant les feuillets, qu'il montra à l'instructeur du monde lui-même, lequel fut lu et approuva. Ce fut le Seigneur M qui dit « Vous devriez en faire un joli petit livre pour présenter Alcyone au monde ». C'est un livre qui s'appelle Alcyone. Donc ce passage, c'est juste pour montrer que même dans certaines hiérarchies, enfin c'est hiérarchie parce que ça s'appelle des hiérarchies aussi, il y a de la hiérarchie, c'est-à-dire que même chez les sages, il y a une organisation et un ordre à respecter. Alors, un autre type de passage, il n'était jamais entré dans notre idée de présenter au monde, donc c'est la suite, celui-là, nous n'avions pas jugé désirable que tant de courants de pensée fussent concentrés sur un enfant de 13 ans. Alcyone, c'est un enfant de 13 ans, en fait c'est Krishnamurti,
pour ceux qui connaissent la philosophie. Alcyone est, quand il était enfant, Krishnamurti. C'est son nom qu'il a mis derrière un livre qui s'appelle Au pied du maître. Au pied du maître est signé par Alcyone, et Alcyone est Krishnamurti, pour ceux qui suivent les philosophes. Dans l'instruction et l'éducation était encore à faire, mais dans le monde occulte, nous faisons ce que l'on nous dit, et c'est ainsi que ce livre fut confié à l'imprimerie dès le lendemain matin. Donc ça, c'est la fin du passage. Donc c'était pour expliquer que si vous avez besoin de certaines parallèles par rapport au chemin maître, disciple et instruction, on le verra au fur et à mesure, mais tout a déjà été écrit il y a 100 ans, il y a 1000 ans, il y a 10 000 ans, c'est la même chose vue d'une façon différente. Toutes les sagesses correspondent et c'est les mêmes d'une façon différente. Donc si on passe à un autre passage qui est ici, qui est séparé de l'autre. Donc j'ai pris que des exemples, il y a beaucoup de pages. Cherchez la cause en vous-même, vous constaterez en général que c'est votre manière de faire qui éveille l'hostilité, leur hostilité. Voici comment j'opère. Mes actions dans une localité quelconque ont-elles pour résultat des froissements et des difficultés? J'y réfléchis à l'oisir, donc je cherche des solutions. Je cherche à découvrir comment j'ai pu les faire naître. Et je m'applique à trouver une autre méthode. Donc ce passage-là, c'était aussi pour vous montrer que ce qu'on étudie dans la psychologie existe déjà dans la philosophie ou dans l'occultisme. Donc c'est des choses de bon sens. C'est pas des choses qui ont été... voilà, la psychologie, c'est pas des choses qui ont forcément été inventées, éventuellement ça a été mis à jour ou réinventé, mais ça existe déjà dans la sagesse. Si la psychologie ne va pas dans le sens de la philosophie, sauf si c'est une philosophie sectaire, c'est pas une bonne psychologie. Ceci vaut beaucoup mieux que de vouloir imposer votre chemin aux autres. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux, c'est expliqué après, est-ce qu'il vaut mieux le faire d'une façon corruptive, c'est-à-dire avec le fouet et les fusils, ou plutôt le faire d'une autre façon? Sans doute, et jusqu'à un certain point, vous pouvez les forcer, mais en principe, c'est mal, et dans la pratique, l'opposition et le trouble en résultent. Cela dénote une totale absence de qualité du chef, d'une aptitude que les maîtres nous demanderont de posséder dans l'avenir. Les maîtres s'attendent à ce que vous sachiez conduire les hommes au lieu de les traîner de force. Donc c'est pareil, ce sont des philosophies que l'on retrouve à différents domaines. Ceci, c'est la même chose avec un enfant et c'est la même chose dans un couple, quel qu'il soit. Sans partenaire, si on ne le traîne pas de force, soit au magasin, ou soit au dentiste, ou soit chez le psy, et ainsi de suite. Car dit-il, en terminant, c'est ce que je vous ai enseigné, ne pas croire simplement parce que vous l'avez entendu dire, mais si votre foi est basée sur votre propre conviction, agir en conséquence et de votre mieux. L'un des exercices imposés par les maîtres à leurs élèves consiste à chercher ce qu'ils savent réellement et ce qu'ils se contentent de croire. Donc, entre la connaissance, entre le savoir et la connaissance, c'est distinguer les deux. Est-ce qu'on leur a dit ou est-ce qu'ils l'ont conquis? Est-ce que c'est acquis ou est-ce que c'est inné? La même philosophie. L'un des exercices imposés par les maîtres à leurs élèves consiste à chercher. Il est excellent de noter la partie de notre bagage intellectuel dont nous avons le droit de nous dire propriétaire définitif. Celle qui est à nous parce que nous l'avons parfaitement comprise et acceptée. Celle enfin que nous avons reçue des autres, presque sans réflexion. C'est la même chose que l'on fait lorsqu'on est en psychologie ou en thérapie. Souvent, les problématiques viennent soit de la synthèse qu'on a fait de ce qu'on a pu apprendre ailleurs de façon destructive, soit tout simplement ce qu'on a appris ailleurs de façon destructive. Donc on nous apprend aussi à regarder, à séparer ce qui vient de notre cœur et ce qui vient de notre tête. Ce que l'on aimerait faire ou ce que l'on fait par amour ou ce que l'on pense bien faire par éducation. L'homme naît toujours dans une religion, donc dans une religion, dans un pays, ainsi de suite. Comme il naît dans un pays, pour de nombreuses coutumes, la règle est la même. Par exemple, pour dîner en ville, il faut s'habiller d'une façon particulière, c'est la coutume, et l'on ne tient pas à l'enfreindre sur un point dénué de toute importance où la question de bien ou de mal ne se pose même pas. Donc il y a des lieux où les règles sont différentes. Si un homme fait quelque chose
que tu crois devoir, donc ça c'est notre passage, si un homme fait quelque chose que tu crois devoir te nuire, ou dit quelque chose qui paraît te concerner, ne songe pas, immédiatement, il a l'intention de m'offenser. Donc ça c'est pareil, c'est des choses qu'on étudie en psychologie et dans la PNL, ou que l'on étudie aussi dans la communication non violente. Très probablement, cet homme ne pense nullement à toi, car chaque âme a ses propres soucis et n'est préoccupée la plupart du temps que d'elle-même. Si quelqu'un te parle d'un temps hérité, ne te dis pas « cet homme me déteste et veut me tuer ». Selon toute probabilité, quelqu'un ou quelque chose l'a irrité. Et parce que c'est toi qu'il rencontre, c'est sur toi qu'il déverse sa colère. Il agit en insensé, car toute colère est insensée, mais il ne faut pas, à cause de cela, penser de lui ce qui n'est pas vrai. Est-ce que ça vous fait penser à d'autres histoires, à d'autres dictons, à d'autres philosophies? Quelle autre histoire, quelle autre philosophie ça peut vous faire penser? On n'a jamais vécu ce genre de situation. En fait. Non, je sais. Tu connais pas ma femme. Si quelqu'un te parle d'un temps hérité, ne dis pas « cet homme me déteste », l'ordinateur phénicien. Selon toute probabilité, quelqu'un ou quelque chose... Donc la phrase qui me vient, moi, c'est je suis la goutte d'eau qui fait déborder le vase ». D'accord? Donc je suis simplement la dernière, mais ça a déjà bien augmenté au fur et à mesure, depuis plusieurs heures, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, et je suis simplement la cause, je suis simplement l'excuse. Voilà. Donc c'est ce qui est expliqué ici aussi. Si on pousse un peu plus loin. Un homme vous parle avec colère. Si à ce moment vous vous rappeliez la nécessité de ne pas lui prêter des intentions hostiles et de ne pas vous emporter comme lui, vous feriez de très rapides progrès en discipline personnelle. En général, on s'en souvient après, donc plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années après. Avec l'âge et la sagesse, on s'aperçoit de notre comportement et de ce que l'on aurait pu faire. Un homme maître de soi ne manifeste pas d'irritation, mais s'il l'est parfaitement, il n'éprouvera même pas ce sentiment. En admettant même que votre interlocuteur soit dans son tort, ce n'est après tout qu'une faiblesse. Or, l'aspirant occultiste ne doit pas oublier d'être charitable pour les faiblesses d'autrui. Se rappeler aussi, se rappeler aussi que l'expression de la colère ou la réponse vide et mordante sont fréquemment le fait d'un homme soumis à une grande tension due à des soucis ou à des inquiétudes. Il est trop faible pour supporter l'effort sans en rien montrer. Ses nerfs sont tendus à l'extrême. Voilà pourquoi il agit de la sorte, ou il s'agit de la sorte. Alors, la frontière là, dans tout ça, c'est que si on accepte cet état de fait, on porte finalement, on peut être aussi dans la frustration de ne pas pouvoir répondre, ou de ne pas pouvoir... Alors c'est pour ça que dans les philosophies, il est dit on répond au mal par l'amour. Sinon, si on va dans ton sens, on répond au mal par le mal. D'accord, il n'y a pas d'alternative. Non. Sauf très grand cas extrême, mais c'est extrêmement rare. D'accord? Dans la majorité des cas, non. Passer au-dessus, oui, mais ça laisse des traces, quoi, je veux dire. La trace, ça laisse une trace dans ton ego, dans ton orgueil, oui. Ah voilà, d'accord. Ok. Pas forcément, si tu as réussi à faire changer, en répondant calmement à la personne, à le faire changer d'optique et qu'après il est plus énervé. Mais là, c'est quand j'ai oublié l'ego que j'arrive à ça. Donc, justement, la suite, un élève accepté peut toujours déterminer ce que vaut sa... Effacer. C'est sa pensée. La plaçant à côté de celle du maître. Donc ça, c'est plus de l'occultisme. C'est-à-dire que lorsque, dans les philosophies, il est expliqué que lorsque vous avez un maître, ben, vous pouvez toujours comparer. C'est-à-dire c'est comme un support sur lequel vous vous placez à côté, vous faites des superpositions, vous comparez. Donc là, celle du maître, éprouve-t-il une vibration discordante, sa pensée ne vaut rien. Donc si l'élève trouve qu'il y a un désaccord entre la superposition de ce qu'il pense, ce qu'il ressent, la conclusion à laquelle il est arrivé,
et en superposant à ce que son maître pense, et qu'il ressent une contraction, c'est qu'il y a un souci dans sa définition, dans le résultat auquel il est arrivé. Pour emprunter une analogie au plan physique, c'est comme une fausse note en musique. L'élève n'a pas besoin d'attirer l'attention du maître, il se contente de placer sa pensée auprès de celle du maître. Sonne-t-elle faux, il la rejette sans tarder et s'efforce immédiatement d'établir l'harmonie entre sa pensée et celle du maître. Il ne raisonne pas, ne cherche pas à établir qu'après tout, c'est peut-être sa propre pensée qui est juste, car si elle est fautive, l'erreur devient immédiatement manifeste. Il n'est guère possible d'agir ainsi avant d'être élève accepté, et pour beaucoup d'aspirants, c'est une difficulté donc de pouvoir comparer notre pensée avec celle d'un guide. La conscience de l'élève étant celle du maître, celle-ci n'accepte aucune personne dans la pensée, l'obligerait ensuite à élever contre elle un mur défensif. C'est-à-dire que si le maître, c'est pour ça que certains maîtres, quand ils acceptent la même chose qu'un parent, quand il a des enfants, il a des obligations d'éducation de l'enfant jusqu'à au moins son indépendance, donc c'est 18-21 ans, et plus tard si besoin. Mais c'est la même chose entre un disciple et un maître. C'est quand un maître accepte, il prend en partie les charges du karma positif ou destructeur de ce que l'élève va faire. Donc si l'élève fait des choses bien, ben, le karma ira pour l'élève, il n'y a pas de problème, et le maître n'aura pas entre guillemets de sanctions, mais si l'élève fait des choses destructives, alors ben, le maître, dans son propre karma ou dans sa propre évolution, risque d'avoir des difficultés, et donc paye, comme si on a un enfant et qui va faire des bêtises, et il va casser la gueule à quelqu'un ou voler quelque chose, c'est bien les parents qui payent. C'est la même chose entre un maître et un disciple. C'est le maître qui paye les conséquences de ce que fait l'étudiant. La même chose à une autre échelle entre un étudiant et puis un professeur. Si le maître donne une bonne instruction, l'étudiant est plus sûr d'avoir son diplôme que s'il ne donne pas les bonnes instructions. Ici, le point de vue occulte et celui du monde diffèrent beaucoup. Dans le monde, si vous n'êtes pas du même avis qu'une autre personne, vous raisonnez immédiatement en faveur de votre opinion et vous essayez de la justifier. En occultisme, nous ne discutons jamais, sachant que l'homme placé à un niveau supérieur en sait plus que nous. Nous acceptons simplement son avis. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en occultisme, les différences de degrés sont infinies. C'est-à-dire que, généralement, si un maître prend un étudiant, donc là on n'est pas dans des degrés humains, on est dans des degrés, il y a un très très gros écart. C'est assez impressionnant. Donc c'est pour ça qu'ils sont aussi simples et en même temps drastiques, parce que c'est comme si vous différenciez une personne qui a 1 an d'études et une autre qui a 100 ans d'études, ou d'expérience. En occultisme, nous ne discutons jamais, c'est fait. Pas un instant nous n'aurions l'idée d'opposer notre manière de voir à celle du maître, car nous savons, alors, d'opposer, car nous savons, il ne s'agit plus d'opinion, mais de connaissances directes, qu'il dispose de 1000 sources d'informations dont l'accès nous est fermé et que par conséquent, il sait de quoi il parle, son opinion est basée sur un savoir bien plus étendu que le nôtre. Donc là, on n'a pas suivi. Les sciences occultes, en fait, vous le définissez comment peut-être hein? Alors, dans la vie pratique, comment on définit quelque chose d'occulte? Dans la vie pratique. Voilà. En fait, si on parle d'un verre occultant, c'est un verre qui cache ce qu'il y a derrière. Donc c'est la même chose. C'est-à-dire que si on le prend plus simplement au niveau philosophique ou physique, ce qu'expliquent les philosophies, c'est qu'on a plusieurs voiles d'ignorance. Et en fait, il faut enlever un par un, pas à pas, ces différents voiles d'ignorance qui viennent donc soit d'un manque de connaissance, soit de peur, qui viennent d'un manque de connaissance, donc de l'ignorance. Donc l'occultisme, c'est simplement
le fait de ne pas avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir aller plus loin. Donc l'occultisme, pour moi, c'est des règles de bon sens, donc c'est pas de la magie noire, c'est de la magie blanche, qui sont simplement des règles de bon sens, d'hygiène. On nous apprend l'hygiène physique, l'occultisme c'est de l'hygiène émotionnelle, intellectuelle et spirituelle. Pour en revenir à la colère, j'avais lu sur internet que c'était une émotion essentielle qu'il ne fallait pas contenir, qu'il ne fallait pas garder en soi. Donc tu veux me dire que pour régler les conflits, il vaut mieux le faire par la colère? Et je sais pas, c'est ce que j'ai lu. Non, mais dans le bon sens, on est dans le bon sens. Ah ben moi le bon sens, Il c'est dit toi, quoi? c'est toi le bon Non. sens. Non, on a bien évoqué que on a chacun, on doit chacun, voilà, exactement, on doit chacun étudier son bon sens. Le but de tout ça, c'est que chacun puisse s'exprimer. Donc par rapport à son bon sens. Ben, de mon point de vue, le bon sens serait de faire en sorte que les colères ne prennent pas naissance. Voilà, moi je verrais la sagesse à ce niveau-là. Eh ben, pour moi, si tu la vois comme ça, c'est comme ça. On l'a déjà expliqué plusieurs fois, on va le répéter. Vous avez deux phrases. On a été éduqué avec une phrase qui dit, un grand ponte un jour a pris le micro devant la télé, il a dit quoi? Il a dit, la violence est humaine. Et tout le monde a dit, ouais, c'est vrai, il est fort lui, on va lui mettre un diplôme, il est très fort. En fait, on s'aperçoit que la violence est inhumaine, point. Donc tu es en train de, dans la première phrase, jouer dans le fait que la violence est humaine, donc il faut laisser sortir sa colère. Si tu joues dans la violence est inhumaine, déjà on change les éducations et on regarde comment on peut être éduqué avec l'amour et pas avec la colère. Mais on va le voir au fur et à mesure. Donc si on continue. Car les grands êtres ne répondent pas toujours au portrait que l'on se fait d'eux. Ils n'adoptent pas les moules qui leur sont préparés, mais ils viennent réformer le monde. Donc là on parle de toutes les grandes religions, que ce soit Moïse, que ce soit Jésus, que ce soit Mahomet, que ce soit Bouddha, et ainsi de suite. Ils n'adoptent pas les moules, et puis il y a d'autres niveaux, que ce soit les philosophes, qui ont plus ouvert, comme ceux qu'on a cités, qui est Krishnamurti, ou d'autres, dans les philosophies, ou dans la psychologie, ou dans la politique, des gens qui ouvrent, qui n'autorisent pas les dictatures, qui n'autorisent pas les choses qui restreignent. Alors, ils n'adoptent pas les moules qui leur sont préparés, mais viennent renforcer le monde et généralement modifier d'une façon radicale les idées régnantes. Ils tiennent le plus grand compte des sentiments des hommes, mais pas toujours de leurs préjugés. Donc si on prend un exemple, Moïse disait, si tu fais une bêtise, le bon Dieu est méchant, il va te rectifier, donc tu vas avoir les foudres de guerre. Jésus, après, il a dit, le bon Dieu, mon Père est gentil, et il n'est pas là pour te sanctionner. Et Mahomet a dit, le bon Dieu n'est pas loin, il est plus près de toi que ta propre jugulaire, et ainsi de suite. Et donc plus les enseignements avancent, et plus on nous donne les éléments au fur et à mesure. Quand on est bébé ou enfant, on ne nous donne pas les allumettes, on ne nous donne pas les clés de la voiture, on nous les donne au fur et à mesure. C'est pareil pour l'humanité. Mais il y en a qui vont plus vite que d'autres, il y en a qui vont moins vite, donc on peut aussi accélérer les éléments. Ça n'a pas suivi, bon, ça va suivre tout à l'heure. Souvent, les hommes méconnaissent le maître, parce qu'ils se sont fait une idée immuable de ce qu'un maître doit être. Or, le maître véritable, vivant, peut être fort différent. Il ne se conforme pas à nos préjugés, ni à nos idées. Il est ce qu'il est, sur son propre plan. Et si nous sommes esclaves de nos préjugés, peut-être ne les connaîtrons-nous pas quand il viendra. Alors, qu'est-ce que ça peut dire, cet exemple-là? Qu'est-ce que ça peut évoquer chez vous? Alors que peut dire cette phrase qui dit il est ce qu'il est sur son propre plan, et si nous sommes esclaves de nos préjugés, peut-être ne le reconnaîtrons-nous pas quand il viendra. C'est qu'on est fermé à ce qu'il dit. C'est pas qu'on est fermé, c'est qu'on a tellement de préjugés, de pré-concepts, de pré... ainsi de suite. On a plein de mots qui fonctionnent comme ça. Quels sont les autres mots avec pré? Préfabriqué. Préoccupé. Préoccupé. Donc préoccupé, c'est un terme important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est déjà occupé. Préformé. Préformé, c'est ça. Tout à fait. Mais le terme qui est important, c'est préoccupé. Préformaté. Voilà. Préoccupé. Un pays occupé est un pays libre ou pas libre? Non, il n'est pas libre. Donc c'est la même chose. Quand on est préoccupé, préformaté, et ainsi de suite,
On n'est pas libre. Donc on ne pourra pas voir la chose quand elle arrivera. Mais que ce soit un maître, que ce soit un métier, ou que ce soit un feu rouge, que ce soit un panneau, que l'on attend, on est préoccupé, on est en train de conduire la voiture, on va dans une direction, on est occupé dans notre tête, et puis le panneau loupe, ou l'embranchement loupe. Donc c'est à tous les degrés, c'est la même chose. Lorsqu'on est préoccupé, ça ne fonctionne pas. Et si on est préadapté? Et si on est préadapté? Un exemple. On est libre. Un exemple, ça doit être déjà ouvert. Donc, c'est plus facile. Alors, les désirs. Donc là, on vient dans le côté des désirs. Relatifs à la richesse, au pouvoir, prennent des formes diverses, mais c'est n'importe quel autre désir. Et qui ne se rattachent pas toujours à l'argent, ni à l'influence sociale ou politique. La fortune est en général ce que l'on souhaite avant tout, mais en elle-même, ce n'est pas une possession avantageuse, car elle encourage les désirs et n'assure pas le bonheur. Comme on peut le remarquer chez les gens riches, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, qui sont loin de former une catégorie de gens heureux. De même pour le pouvoir social ou politique, tout cela est poussière et clinquant et non pas or. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin sur un certain moment, mais à long terme, il y a des choses, il faut qu'il y ait des mises à jour. Le sage dit la Gita c'est un texte hindou, comme la Bible, mais pour eux c'est la Gita, et satisfait, quoi qu'il addevienne. En d'autres termes, il tirera parti, le cœur content, de ce qui peut servir sans perdre son temps et sa peine à solliciter autre chose. Donc ça veut dire que le maître ou le disciple n'est pas quelqu'un qui se dirige vers les possessions, vers le avoir, vers les choses qui ne peuvent pas se transmettre sans lourdeur. Donc, ils sont plus vers... donc les gens riches, si on prend un exemple de thérapie, il y a beaucoup de... une majorité de personnes, et pour l'exception qui fait de la règle, il y a une majorité de personnes, parents ou enfants, qui ont des difficultés dans la vie parce qu'ils ont les moyens de ces difficultés. Parce qu'on leur donne les moyens de ces difficultés. Donc ils ont la richesse de pouvoir avoir ces difficultés. Il y a des gens qui, dans d'autres pays, n'ont pas les moyens d'avoir ces difficultés et qui doivent se lever le matin coûte que coûte et qui n'ont pas ces tourments que certains d'entre nous, on se cause dans les pays occidentaux. Parce qu'on a les moyens de rester à la maison et de tourner en rond pour X ou Y raison, enfin, parce qu'on a des moyens, soit sociaux, soit parentaux ou autres. C'est la même chose à ce niveau-là. Alors, le texte suivant, qui ne passe pas. Non, c'est pas celui-là non plus. Il ne va pas tarder sur moi. Voilà. Vous n'avez pas le droit d'intervenir, c'est un autre passage. Sauf quand vous avez le devoir, vous en avez le devoir. C'est-à-dire dans un seul cas, c'est par rapport à l'éducation des enfants. Celui où vous exercez une certaine direction, enfant ou employé, ouvrier. Limité d'ailleurs sur une personne placée au-dessous de vous, par la nature, comme dans le cas de vos propres enfants, ou par le karma, comme clan. Comme clan, comme dans le cas des serviteurs ou des ouvriers. Donc la direction imposée à un enfant doit être protectrice, donc que ce soit un enfant ou un employé, et s'exercer dans la période où sa faiblesse existe la protection, et aussi longtemps qu'elle l'exige, elle doit disparaître graduellement. La protection? Oui, c'est-à-dire la dépendance. Protection égale dépendance, dans ce cas-là. Donc c'est la même chose si on prend un autre cas dans la thérapie, ou dans la vie tout simplement, dans le bon sens, c'est qu'on peut prendre en charge une personne dans 3 cas particuliers. C'est la maladie, c'est l'éducation, donc la formation, ou par exemple une femme enceinte. Donc c'est 3 cas extrêmes sur lesquels la personne doit pouvoir être aidée à tout instant de sa vie, enfin à tout instant de ces moments-là. Donc maladie, éducation ou une femme enceinte.
Après, il y a d'autres cas particuliers, mais les 3 plus gros cas sont ceux-là. Les vieux, on s'en fout. C'est aussi... C'est la maladie. Non, 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 non. S'ils sont pas malades, on Ils redeviennent enfants. s'en occupe pas. Ça rejoint les enfants. Ouais, ça rejoint les enfants. C'est ça. C'est ça. Et puis ça rejoint aussi le côté retraite. Le côté retraite, comme la maladie, c'est bien une prise en charge. Et là, j'avais retenu que le cerveau, lorsqu'il a une difficulté à gérer, où on est dans la fuite, où on est dans le combat, où on est dans la soumission, enfin, on subit quoi. Voilà. Alors qu'est-ce que la conscience peut articuler autour de ces trois... Il faut voir quel est le sujet lié à la sagesse dans ce que tu dis. Pour voir quel est le sujet. Parce qu'on est sur le thème sagesse ce soir. Donc, quel est le lien avec la sagesse? Le lien avec la sagesse, c'est justement pour voir si de ces trois solutions possibles... Est-ce que tu as commencé à y réfléchir? Est-ce que tu as commencé à y réfléchir? Et oui, j'ai pas la réponse. Il faut que tu commences déjà à y réfléchir, à dire là où tu en es arrivé. Et je trouve pas une quatrième réponse. Peut-être qu'il n'y en a pas. Mais est-ce que déjà tu as commencé à réfléchir à ta question? Ah oui? Bon. Est-ce qu'il y a un lien avec la sagesse? Et oui, parce que elle me semble quelque part un peu réductrice, ces trois solutions, mais en même temps, voilà, je suis dans une impasse. Donc si elles sont réductrices, est-ce que c'est sage ou pas? À mes yeux, là tout de suite comme ça, non. Mais, Alors, on garde la question pour la fin, et puis on continue les textes et on y revient. Mais note-le. Les personnes qui aspirent à suivre le sentier, donc le sentier c'est l'évolution, c'est l'éveil, doivent renoncer non seulement au désir du ciel, donc d'être le meilleur ou d'être maître, mais encore au désir de se libérer personnellement du cycle des naissances et des morts, c'est-à-dire du désir moksha. La raison en est simple, et le maître la donne ici. Si vous êtes absolument oublié vous-même, vous ne pouvez plus penser à ces choses qui affectent le moi. Il ne peut plus les désirer si vous avez l'intention de vous consacrer à l'œuvre du maître. Donc, ça vous fait penser à quoi? L'œuvre du maître, ça peut être par exemple si vous désirez construire une maison. Quand vous êtes en train de construire une maison, vous n'êtes pas embêté par plein d'autres problèmes que ce sur quoi vous êtes. Donc ça, oui, c'est ça. Donc ça évacue plein d'autres problèmes. Quand de s'occuper des autres, par exemple, ça vous fait penser. C'est ça. Donc, pas vous occuper de vous-même. Eh bien, quels sont les exemples dans lesquels, non, c'est pas ici plutôt, quels sont les exemples dans lesquels on retrouve ceci dans la vie? Quels sont les exemples que l'on a pu voir même chez les êtres humains? Si vous êtes absolument oublié vous-même, quels sont les exemples connus qui ont suivi ce thème-là et qui sont d'ailleurs des gens considérés comme sages? Mère Teresa, voilà. Tout à fait, Mère Teresa. Ah, oui. L'abbé Pierre, et ainsi de suite. Donc tous ces gens qui s'occupent des autres... Ça fait partie de l'empathie. Oui. C'est une empathie, ça. Ça fait partie de l'empathie. Ce n'est pas que l'empathie, mais ça fait partie de l'empathie. Donc, on a des exemples, justement, pour arriver à sortir de notre problématique, et c'est ce qu'on utilise en psychologie, lorsque les gens tournent sur eux, on leur dit, occupez-vous d'autre chose, aussi. Mais s'ils tournent sur eux, c'est qu'ils ont les moyens de le faire. S'ils n'avaient pas les moyens de le faire, ils s'occuperaient d'autre chose de plus essentiel. Alors, on continue. Les maîtres influencent beaucoup de gens. Donc, quel que soit le maître, ça peut être un architecte, ça peut être un musicien, ça peut être un chanteur, et ainsi de suite. La vidéo qu'on a vue, ça influence, parce que ça nous donne envie de danser, ça nous donne envie de le faire, ça nous donne envie de, et ainsi de suite. Donc, la personne qu'on a vue peut être considérée comme maître par rapport à cette vidéo. Ils se servent des connaissances ou non, leur importe peu. Il faut donc nous attendre à ce que tout à fait en dehors des organisations, d'autres forces soient appliquées au même grand destin. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs organisations, c'est-à-dire plusieurs philosophies, plusieurs religions, tout le monde concourt vers ça. Il n'y a pas une organisation qui est meilleure qu'une autre, mais dans le fond, toutes les organisations concourent à la sagesse et au bien-être. Maintenant, il y en a qui mettent de mauvaises formes, comme des dictateurs ou autres, mais dans le fond, ils veulent toujours que ça aille mieux. Après, ils y mettent des formes drastiques ou méchantes ou autres. Mais l'idée, c'est que tout le monde ait, que ça aille mieux pour tout le monde. Donc, suivant
notre chemin, servant notre propre société, donc quelle soit la société, que ce soit l'État, que ce soit l'entreprise, que ce soit la famille, que ce soit avec fermeté, énergie, fidélité, loyauté, en nous consacrant à cette tâche qui est évidemment la nôtre, mais ayant soin en même temps de ne condamner ou combattre aucune forme de manifestation extérieure à la société. Donc on n'est pas justement dans le conflit, on n'est pas dans ces trois termes que tu as évoqués. On est plus dans des choses, qu'est-ce que je vais faire de mes qualités, plutôt que l'autre il me gonfle avec ce qui ramène sur le tapis. Alors, il est parti, il va revenir. Mais tu croises un lion qui veut te bouffer. Tu te sers. Peut-être que la dernière fois, tu as croisé un lion qui voulait te bouffer. C'est pas vous. Il parle de sa femme encore. Non, mais c'est une lionne, là. On a déjà dit que les gens qui étaient ici n'étaient pas les modèles dont on parlait. C'est On parle vrai, de ceux c'est qui vrai. étaient dehors. C'est vrai. Alors, on continue. C'est une croisée de lionne, il faut courir. Alors, on en était par là. Mais ayons soin en même temps de ne condamner ou combattre aucune autre forme de manifestation extérieure à la société. Ça me rappelle quelque chose qui est évoqué dans une vidéo qui s'appelle Le Secret, et qu'un patient m'a rappelé aujourd'hui. Et la personne dit, moi je vais à des réunions, je vais à des rendez-vous, je vais à des manifestations, mais j'y vais que quand c'est pour quelque chose. Je n'y vais pas quand c'est contre quelque chose. La différence est là. Donc j'y vais pour quelque chose, mais pas contre quelque chose. C'est la même chose ici, on n'y va pas pour combattre, mais on y va pour quelque chose. À chaque fois que... C'est l'histoire de la phrase positive et la phrase négative. Quelle est la phrase la moins économe, la phrase positive ou la phrase négative? Le moins économe? Oui. Le moins économe, c'est la négative. Hein. Pourquoi? Parce que ça donne plus de force, déjà, pour faire changer les choses. Oui, mais en même temps, simplement dans la phrase elle-même. Elle est plus... Voilà, il y a ne pas en plus. Elle est plus longue, elle est moins économe, elle est plus lourde, elle est plus longue, et ainsi de suite. En plus, ce que vous avez dit est juste aussi. Donc, puisqu'elle est moins économe, elle est plus fatigante. Et on dépense plus avec. Plus Et ainsi de d'énergie. suite. C'est ça. Alors, si on continue là où on en était, leur direction générale peut être identique et nous ne saurions demander à des manifestations semblables d'être toutes pures et parfaites. La force spirituelle va se déverser sur le monde de toutes sortes de façons, donc à travers les différentes organisations, que ce soit Mère Teresa, l'Abbé Pierre ou autre, ou vous-même à travers ce que vous faites dans la journée, simplement avec de l'empathie ou avec une pensée positive. La force spirituelle va se déverser sur le monde de toutes sortes de façons, entre le moment actuel et celui de l'avènement. La hiérarchie elle-même répand sur le monde des torrents d'influence qui touchent peu, sans doute, l'homme entièrement absorbé par les questions terrestres, mais qui importent beaucoup aux personnes sensibles. Pour celles qui sont prêtes à en profiter, ce sera la transformation du ciel et de la terre. Donc si vous êtes plus matériel, les maîtres, les yogis auront moins d'influence sur vous, mais il y aura une influence sur le thème qui vous intéressera, et plus vous êtes spirituel ou vers l'aide aux autres, et plus ils vous influenceront sans que vous le vouliez, parce que lorsqu'on a commencé à réfléchir à quelque chose, magnétiquement, on attire ce que l'on aime, donc que ce soit des êtres humains, que ce soit des pensées, ou que ce soit des philosophies, les choses viennent à nous, pas que dans la matière, mais aussi dans les émotions, ou dans la spiritualité, ou dans les formes de pensée, à différents niveaux. Moi, je le ressens avec Alicia. Ça. Au début, elle n'était pas... Mais elle ne ressent rien. Ça va mieux, là. Elle se détend. C'est à force de fréquenter Marc. Toi, moi. Les deux. Alors, elle disait, on continue, que tout cela ne vous fasse perdre votre calme. N'accueillez pas trop facilement les prétendues identifications de ces enfants-là, car très peu de personnes savent qui elles étaient dans leur vie précédente, donc ces entités, ces enfants. Rappelez-vous que tous ces enfants sont extraordinairement sensibles. Témoignez-leur beaucoup de douceur et de bonté. Jamais un mot rude, ni un geste brusque. Ni un geste brusque, quel qu'il soit. Il ne faut jamais leur causer un saisissement, ni les effrayer, car ils sentent
tout cela beaucoup plus vivement que d'autres enfants. Évitez-leur le contact des foules et le voisinage des gens indésirables. Ne leur laissez pas connaître beaucoup de monde. Entourez-les d'un magnétisme harmonieux qui ne change pas trop souvent. Ne les envoyez pas à l'école, mais que dans la maison natale. Une atmosphère spéciale aimante les environne. Donc ça, c'est par rapport à des enfants très évolués. C'est un cadre un peu exceptionnel. Différent. Certaines personnes font ça déjà pour eux. C'est-à-dire, ils n'envoient pas les enfants à l'école, ils leur donnent eux-mêmes l'éducation. Donc il y en a qui savent bien le faire, d'autres qui savent moins le faire. Mais c'est un petit peu la même chose que certains globetrotters qui partent avec leurs enfants dans le monde. Est-ce que vous avez déjà vu ce type de reportage? Et est-ce que les enfants sont plus retardés ou plus en avance? Plus en avance. Généralement, ils sont plus en avance. Plus éveillés. D'accord, plus éveillés. Et les parents leur donnent l'éducation au fur et à mesure qu'ils auraient pu recevoir à l'école. Ça dépend de l'âge tout de même. Un exemple Oui. sur lequel ça ne marche pas? Ouais, en fait, des ados un dentiste des Alpes-Maritimes qui a tout vendu, tout machin, il est parti sur son camping-car, je sais pas quoi, faire du monde, et les enfants, ça... Mon Dieu, excusez-moi, je ne pensais pas, je vous dérange autant que ça. Il y a un dojo à côté ou un cours de théâtre, vous savez où il est? Plus bas, sur votre À gauche. Juste là? Oui. Ah ouais. plus bas. Je vous remercie. Merci. Bonne soirée, pardon. Et en fait, les enfants commençaient à être grands et ils adhéraient plus forcément au désir de papa à maman. D'accord, c'est pour ça qu'on parlait d'enfants beaucoup plus jeunes. D'accord. D'accord. Même qui naissent dans le voyage ou avant le voyage. D'accord. Mais d'enfants plus jeunes. Parce D'accord. qu'une fois qu'ils sont formatés, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile. D'accord. Alors, je vous le lis, le temps que ça revienne ou que ça réapparaisse. Si nous n'employons pas tous les pouvoirs en notre possession, le maître ne nous aidera pas à en obtenir d'autres. Donc c'est la même chose à l'école. Si quand je suis en 6e, je ne mets pas tout en œuvre pour avoir mes études de 6e, mon maître ne me fera pas ce qu'il faut pour que je passe en 5e. C'est exactement la même philosophie. Il attendra le moment où il nous verra tirer le meilleur parti de ce que nous avons déjà, donc l'enseignement qu'on a déjà reçu. On ne comprend pas toujours cela, on veut devenir des aides invisibles, donc ça c'est pour, dans l'occultisme, les gens qui sont évolués peuvent aider dans le niveau astral, mental et autres, donc c'est un passage qui réfère à ça. Et toujours nous répondons, vous devez être d'abord des êtres visibles. Si sur le plan physique, où vous êtes pleinement conscient, votre vie est donnée entièrement au service, alors bien certainement vous serez également utile sur d'autres plans, donc le plan astral, émotionnel, invisible, éthérique et autres. Mais c'est la même chose pour n'importe quel degré de vie, c'est-à-dire que avant de vouloir être bon en chef d'entreprise, il vaut mieux déjà être bon en chef d'équipe, en sous-directeur, avant de l'être en directeur ou en patron. C'est plus simple généralement. Après, si on l'est directement en tant que patron, c'est qu'on a sûrement reçu un exemple avant quelque part, mais on a bien reçu un exemple. Avant de parler, demandez-vous si, donc ça c'est encore un autre passage, que l'on voit dans la vie ailleurs, et d'ailleurs vous allez sûrement avoir une citation qui parle de ça. Avant de parler, demandez-vous si ce que vous allez dire est vrai, bienveillant, serviable. Si ces trois qualités sont absentes, ne dites rien. Cela ralentira votre conversation. Vous vous apercevrez graduellement. Les gens qui parlent beaucoup, c'est pas des gens bien? On ne parle pas de parler beaucoup, on parle de surconsommation et de futilité. D'accord? Si on ne va pas au fond, et si on reste que sur les formes, si on enfonce des portes ouvertes, on ne fait que parler beaucoup. Donc, certaines fois, c'est des utilités, c'est rare, mais la majorité des fois, il vaut mieux être dans l'utile que dans le futile. Donc, des fois, on croit que c'est des futilités, c'est pas des futilités. Tout à fait. C'est toujours l'exception qui confirme la règle.
C'est assez rare. C'est sa botte secrète, ça. Quand il ne veut pas répondre à une question, il répond. Il doit être pénible, hein. Si ça Il ne avait veut pas été faire des œufs sur le plat. Non, mais oui, il y a des Si ça avait exceptions qu'on ferme la règle. Je fais pas les œufs. C'est les maths. S'il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'huile. S'il avait été mon prof, je lui aurais été une élève indisciplinée avec lui. Alors on continue. Ceci ralentira votre conversation. Vous vous apercevrez graduellement que vous parlez moins et ce sera une bonne chose. Non, mais avec toi, on parle plus. Alors, justement, qu'est-ce que ça vous fait dans la vie, quelle est la phrase que l'on connaît au niveau Europe occidentale? Vous pensez à quoi? Celui qui parle sain, celui qui Parlez peu, mais parlez bien. Bon, allez, je vous aide. 7. Attends, c'est quoi la question? C'est quoi la Cette question? fois, sa langue dans la bouche. tournez ça. Tournez ça cette fois dans sa bouche, ben, c'est la même chose, vu d'une autre façon. Nous, on l'a simplement occidentalisé, mais c'est là Ouais, mais orientalisé. toi, tu l'as pas. Tu as tourné 14 fois ta langue. Il y a, Non, il a l'habitude il y a un de proverbe tout faire. chinois qui Oui. dit Deux fois, peut-être, oui. qui parle ne sait pas, Oui, et qui sait ne t'entraîner. parle pas. Alors, Il y a de là au-dessus. est-ce que tu peux nous redonner cette phrase? C'est un proverbe chinois. Oui. Je sais pas, Alors, qui parle ne sait pas et qui sait ne parle pas. Qui Alors, parle ne sait pas, est-ce qui que- sait ne parle pas. voilà. Ah oui, très Est-ce que bien. vous avez une autre phrase qui parle de ça dans la vie, en Occident? Un trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Par exemple, quoi d'autre encore? Qui parle peu, parle bien. Ça peut être ça aussi. Après, dans d'autres domaines, ça peut être suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis. Non, ça n'a rien à voir. C'est- Non, mais ce soir, de toute façon, D'accord. ça c'est la dernière ce soir de l'année. Alors. Donc, ce que tu sais pas, c'est que comme on est peu nombreux. Alors, on continue. C'est l'exception qui confirme la règle. Voilà. Je ne peux pas lutter contre ça. Alors, on continue. Non, moi, ce que je me rends compte, c'est que j'ai quand même atteint un degré de sagesse. Un quoi? Un Oui, degré de ça. sagesse? Oui, j'ai quand même atteint un degré de On sagesse. te sent accessible. Alors, il existait. Je vous fais un petit dessin. Il existait une pub. Il existait une pub à la télévision sur laquelle vous aviez une grande table. Et. Non, elle n'écrit pas. Et à chaque bout de la table, vous aviez deux personnages. Bon, ça n'écrit pas. Donc on verra plus tard. Vous aviez deux personnages. J'en profite pour aller plus loin. parce que ça- Elle est usée cette tablette. Et à chaque bout, il y avait deux personnages. Il y en avait un qui était. Il y avait tous les deux un plat de pâtes, donc d'une marque connue. Et puis il y en a un qui faisait oh les belles pâtes, elles sont onctueuses, ces pâtes, elles sont belles. Et puis l'autre, il mangeait. Puis l'autre, oh elles sont savoureuses, elles sont juteuses. Puis l'autre, il mangeait. Puis l'autre, oh elles sont ceci, elles sont cela. Et puis l'autre, il mangeait. Puis au bout d'un moment, vous aviez un placard qui disait c'est celui qui en parle le plus qui en mange le moins. C'est pas les pâtes, c'est les frites. C'est les pâtes. Donc, McCain. Mais bon, Ce que je tu l'as fait à ce l'italien. que je veux vous montrer, c'est que si vous avez un peu l'observation, vous allez arriver à trouver toutes ces philosophies partout. Et on l'utilise partout, y compris dans la publicité, pour faire passer des messages. Donc si vous arrivez à rectifier tout ça, vous l'utilisez à n'importe quel endroit de façon constructive. Ou destructive si vous êtes destructeur. Mais le but, c'est de le faire de façon constructive. Alors les bavards, justement, un petit passage pour les bavards. Gaspillent leur énergie, Ils sont généreux les bavards, c'est tout pas. à fait, qui devrait être réservé à l'action utile. L'homme qui parle beaucoup travaille généreusement, fort peu. Et ouais. Peut-être, pensez-vous, non ça a disparu. Alors, ça va revenir. Non mais ce soir je pense que ça va pas le faire. Parce que comme j'ai mis la vidéo avant, ça... Il y a Noël qui arrive. C'est la récré ce soir. C'est la Encore un récré, ce courrier à soir. Papa Noël. Dis-lui qu'il Voilà, a une tablette on voit toute un neuve courrier. pour mettre dedans. c'est là. Parce que j'ai mis le câble avant. Non, mais on vous invitera tous en janvier hein, par rapport à ces Si on désagréments. pouvait l'énerver ce soir. Personne ne Alors, présente on continue. Ça marche. Peut-être pensez-vous que ces observations concernant l'usage de la parole pourraient très bien s'appliquer à moi-même. Donc parce que la personne qui écrit est un conférencier. Car je fais constamment des conférences, mais en dehors de mon travail, je parle peu. Je ne sais plus causer de rien, aussi me reproche-t-on souvent mon silence. Comme toi. Dans l'Occident, il faut souvent que je m'oblige à parler, le silence étant souvent pris pour de la morosité, de l'orgueil ou pour une disposition à ne pas vouloir se montrer agréable. Ainsi, tout naturellement, ma facilité d'expression n'est pas grande, à moins que j'aie à dire quelque chose de spécial et d'utile.
assurément, il faut parler. Quand pour cela vous avez de bonnes raisons, quand vous avez à dire ce qui vaut la peine, quand vous le faites dans une bonne intention, ce n'est pas tant ce genre de paroles inutiles qu'il faut éviter. Donc c'est pas les paroles en bonne intention. Objection. Je finis. C'est un peu la même idée que la diapositive. C'est ça. C'est toujours la même chose, répété d'une façon différente. Tout mot inutile est comme une brique qui vous sépare du maître. Quoi de plus grave pour ceux qui veulent arriver jusqu'à lui? Alors, objection. Alors, objection, parce que ce qui est important quand, par exemple, quand des personnes vivent ensemble, il y a des fois des introvertis et des extravertis. Des fois ou souvent? Souvent. Parce que sinon, c'est la cacophonie. Si c'est deux extravertis, et si c'est deux introvertis qui ne parlent pas, c'est pas mieux non plus. Donc en fait, ceux qui ne parlent pas beaucoup ne renseignent pas sur l'humeur du moment où c'est très difficile de penser à la place de l'autre et de savoir ce qu'il a dans la tête. Donc quand on vit à plusieurs, minimum 2, c'est important de dire, de communiquer, de dire dans quel état d'esprit on est, ce qu'on pense ou ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, parce que l'autre ne peut pas le deviner. Si la personne réceptive aussi. Mais il y a juste Bien besoin sûr. de poser la question pour avoir la réponse. Puis c'est bon. Pardon? Non, mais il n'a pas dit qu'il ne fallait pas parler, il a dit qu'il fallait parler juste et utile. C'est ça. Oui, Je vous comprends tous les deux. D'ailleurs, je pourrais vous voir. Alors, on continue. Parce Non, que- moi j'aimerais rebondir. Non, mais c'est Oui, pas pour raison. oui, tout à fait. Parce que, parler même inutile, mettons en groupe, eh bien, des personnes qui parlent même pour rien dire, eh bien, c'est bien aussi, il en faut. oui, il en faut, bien sûr. Parce que quelque part, ce sont des gens qui, s'il n'y a pas des personnes, même pour parler De tout et de rien. voilà, même De de banalité. bêtises, de futilité, Bien sûr. eh bien, ces personnes engendrent quand même de la sympathie. D'accord, sûr. donc, mais en C'est une entrée en ça- matière parfois aussi. Je veux dire, on ne peut pas dire de suite d'emblée, on ne se connaît pas des choses très intéressantes. Alors, Il faut le temps de faire connaissance, hein, je sais pas. on est tout à fait d'accord que qui dit sagesse dit aussi humour, d'accord? Il dit détente et ainsi de suite, il n'y a aucun problème. Mais là, on est dans l'exemple, si je prends votre exemple, si je le rapporte à ce que l'on est maître et disciple, d'accord, par rapport à la sagesse, obtenir la sagesse, parce que c'est là-dedans dans lequel on est, les chemins et ainsi de suite, et que vous êtes retrouvés en classe et que vos profs font que discuter avec vous de la pluie, du beau temps et de tout ce que vous voulez et pas des cours, bonjour à la fin de l'année avec le diplôme. Oui, non, D'accord? je suis pas d'accord. Voilà, Je- on est là-dedans. On est en train de discuter comment acquérir la sagesse et autres. Après, tous les chemins mènent à Rome. Il y en a qui peuvent y arriver par l'humour, par il y a des étudiants qui ne font qu'écouter, qui font que parler, qui étudient jamais, ils savent tout, parce qu'ils ont une mémoire excellente, ils ont une mémoire photographique, etc. Mais c'est pas la majorité, c'est l'exception qui confirme la règle. Mais je comprends parfaitement ce que j'intègre, la lecture que tu nous as passée et ce que tu dis en ce sens que, d'après ce que je comprends, la sagesse implique quand même d'avoir un certain savoir. Hein, Ou expérience. ou expérience. Voilà. Et donc, quelque part, ça te place, de fait, peut-être l'image n'est pas bonne, mais ça te place au-dessus d'un contexte, d'une conversation, d'un groupe de personnes. Tu as du recul. Tu as du recul. Et donc, quand tu as des interlocuteurs, un ou plusieurs, à un moment donné, mais tu ne prends plus part à la conversation. Par le fait, par respect. Parce que soit tu l'ouvres pour te faire valoir, soit tu l'ouvres pour être dévalorisant, soit tu l'ouvres pour... voilà, et donc, du coup... parce que ce que tu dis est très bien. Tu fais mieux que moi, c'est très bien. Et du coup, Exactement. par le fait, tu es discret pour être discret. Oui, oui, mais c'est bien Et sûr. là, il faut que Il tu n'y a pas cherches. d'email, il a Oui, mais totalement là, il n'y a raison. pas d'échange. Oui, mais Et je Voilà, pense mais qu'il à faut la que tu fois, il y a cherches... pas d'échange. Il y a Je pas pense que là, d'échange. dans ce cas précis, mais il n'y a pas d'échange, mais à la limite, c'est pas son souci à lui, c'est son souci à elle. à la personne. Ça veut dire qu'il faut que tu cherches en toi la petite chose qui te dérange dans sa façon d'être. Alors non, mais ça c'était au début, maintenant ça va bien. Mais ceci dit, ça peut être, je sais que c'est une problématique, ça peut être une problématique Ça peut. au sein d'un groupe ou de 2 personnes ou de 3 personnes. Parce Oui. que les gens qui parlent peu sont pas très bien vus. Si la personne qui parle beaucoup n'intègre pas qu'il n'est pas nécessaire de parler beaucoup, Et celle qui parle beaucoup est très bien vue. c'est Non, ça pas, Non, pas celle qui toujours. parle beaucoup n'est pas Il n'y a pas de, forcément il y a pas de règle. Des Parce fois, qu'elle c'est des gens prend- qui parlent beaucoup Et qui dans la sont pas majorité bien des cas, vus et les deux extrêmes vice sont versa. Mais en tout cas, on sait plus facilement à qui on a affaire quand on est face à des gens qui parlent. sèche. Eh oui. On sait plus facilement à qui on a affaire quand on est face à des gens qui parlent beaucoup, même des fois de trop, même qui disent des bêtises, que des gens qui parlent peu. Parce que c'est peut-être pas si sûr.
c'est peut-être pas si sûr. Parce que ceux qui parlent peu, ils parlent vrai. Et parler beaucoup, c'est aussi faire de l'esbrouf, c'est aussi, aussi. maquiller, c'est aussi arranger, c'est aussi... Il n'y a pas trop de règles, c'est vrai. Mais... On continue. Il faut trouver un juste milieu. Alors, Oui, il faut trouver un juste notre milieu. race développe les facultés critiques du mental inférieur. Bien sûr, Le c'est mental la inférieur, même c'est le côté destructeur. Et ce développement, poussé trop loin, nous donne une disposition à être agressif, querelleur et raisonneur. C'est justement ce que l'on évoque. Quant à ceux qui visent les progrès occultes, donc l'éveil, ils sont tenus de développer la qualité suivante, le bouddhi. Le bouddhi, c'est l'amour, la compassion, la qualité qui unifie. Donc unifie, ça veut dire un. C'est-à-dire, c'est uni vers. On est tous unis vers. C'est pas le deux, c'est un. Qui donne à la synthèse le pas sur l'analyse. Donc on n'est pas en train de décortiquer et analyser, c'est on fait la synthèse de tout ce qu'on a décortiqué. Parce que très souvent, comme on nous apprend à l'école, on découpe la grenouille pour voir ce qu'on va aller, mais on ne la recompose pas. Parce que là, la problématique, c'est qu'on nous a appris à décomposer, mais pas à refaire vivre, pas à réunifier. Alors, et rechercher les points de contact plutôt que les différences. Donc on n'est pas en train de regarder le verre à moitié vide, on est en train de regarder le verre à moitié plein. Donc plutôt les côtés complémentaires plutôt que les côtés qui ne sont pas complémentaires. 1, 2, 1, 3. Alors, cette connaissance acquise peut être très utile, appliquée à l'assistance des enfants. Au moment où l'ego prend des véhicules nouveaux, parents et amis peuvent lui rendre un grand service en encourageant les bonnes qualités à mesure qu'elles se montrent et en ne donnant aux mauvaises aucune occasion de se manifester. L'aide la plus efficace que nous puissions donner à un enfant consiste à mettre en jeu ses bonnes qualités et à les transformer. On va réagir à un moment ou à un autre. Alors, celles-ci se manifesteront tôt ou tard, vitalisées sans doute sous l'influence du monde extérieur. Mais si les bonnes qualités ont déjà pris une forte avance, les mauvaises auront beaucoup de peine à faire aucune impression. Donc la volonté de l'ego résiste alors tout entière à leur impact par l'intermédiaire de ces véhicules. Et dans un cas semblable, elles se trouveront sans doute absolument extirpées au cours de cette réincarnation, si bien que dans la prochaine, l'ego ne montrera plus aucune trace. Donc ça veut dire que dans l'éducation, il vaut mieux éduquer avec les qualités plutôt qu'avec les défauts, plutôt avec les compléments qu'avec les séparations. Et plus tôt c'est fait, plus tôt la personne s'est acquis en inné, ça devient de l'inné, plutôt que quelque chose qui restera à acquérir au fur et à mesure. C'est la même chose que si à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, on s'inscrit à l'université pour un diplôme, c'est plus facile de le faire en suivant, quand on est enfant, que de recommencer plus tard. Ça ne veut pas dire que ce soit impossible plus tard, mais c'est plus difficile de le faire au moment où on est déjà dans la lancée. Il est clair qu'une personne énergique peut sans doute exercer sur une autre une domination momentanée. L'histoire nous donne maints exemples de grands hommes qui, de leur vivant, dominaient leur entourage, mais dont l'œuvre s'effondra quand ils moururent. Ils avaient oublié qu'étant mortels, ils devaient prévoir le vide laissé par leur mort. Le karma défavorable, suite à cette erreur, s'affirme dans la ruine consécutive à leur disparition. Ceci montre immédiatement que ces hommes ignoraient les conséquences d'une activité fructueuse. Ils ne comprenaient pas qu'un créateur et un chef doivent réunir des hommes bien choisis et les laisser en toute indépendance accomplir leur part du travail, et suivre leur direction propre, qu'il ne faut pas essayer de s'occuper en personne de tous les détails, c'est d'ailleurs impossible. Donc ça c'est pareil, quelque chose de philosophique, mais c'est ce qu'on peut appliquer dans l'entreprise. Et un milliardaire a dit, je préfère avoir 100 personnes qui s'occupent d'1% de mon travail, plutôt que de faire 100% de mon travail.
Pour un gouvernement, ça peut être un principe applicable à l'examen. Oui, à toutes les organisations, c'est pareil. Donc c'est des voies de sagesse. Les personnes qui ne possèdent aucune preuve, non, c'est pas possible. Je vous donnerai à la fin, si vous voulez, les livres duquel c'est extrait. Alors, les personnes qui ne possèdent aucune preuve de l'existence des maîtres. Ceux-là sont ce que... C'est un petit peu spécial, mais sont des gens immortels. D'accord ? Ces maîtres-là sont des gens immortels. Donc, c'est pas un scoop, certains peuvent savoir ça, mais c'est difficilement compréhensible, mais vous avez des tas de livres qui parlent de gens immortels qui sont nommés maîtres. D'accord ? Donc, admettrons bien le caractère raisonnable de l'idée, de la certitude que si l'homme évolue et qu'il a passé déjà par bien des stages, d'autres stages d'évolution, lui, sont réservés dans l'avenir. Nous pouvons considérer comme le couronnement des âges. Enfin, l'existence des maîtres est affirmée par de nombreux témoins qui les ont rencontrés et leur ont parlé. Donc vous avez des livres de différentes civilisations, de différentes personnes qui parlent de ces êtres immortels. Maintenant, plus vous allez vous renseigner là-dessus, plus vous ferez votre idée si ça existe ou ça n'existe pas. Ceux qui ont pu lire, il y a un livre assez connu, bon il y en a plusieurs, il y en a un c'est La vie des maîtres, il y en a un autre qui s'appelle Autobiographie d'un yogi, et dans toutes les philosophies ou religions ils en parlent, d'une façon cachée mais ils en parlent aussi. Alors, si vous dites, donc pour vous montrer que dans des livres de sagesse, il y a aussi beaucoup de psychologie, donc de bon sens. Ce passage dit, si vous dites « je n'y peux rien », il est bien certain que vous créez l'impossibilité, car cette pensée vous paralyse. C'est commettre une erreur fatale, empêchant tout progrès et vous immobilisant pendant des mois, voire pendant des années. Tel un homme qui s'attacherait les jambes avec une corde et dirait ensuite « je ne peux pas marcher ». Donc ce passage-là qu'on voit est quelque chose qu'on a vu dans presque toutes les conférences. Ben, si je dis que c'est pas possible, alors ben, je te confirme que c'est pas possible. Si tu me dis que ça sera difficile, alors je te confirme que ça sera difficile. C'est la même chose. Donc c'est évoqué dans des tas de philosophies ou de démonstrations mathématiques ou scientifiques dernièrement, dans ce qu'on peut appeler éventuellement la mécanique quantique ou autre, mais ça existe. C'est vrai, évidemment, puisqu'il s'est donné la peine de s'attacher, qu'il défasse la corde, s'il ne désire pas rester assis sur place et trouvera l'usage de ses jambes. Oui, vous pouvez agir, loin de vous l'idée fausse, à qui vous permettrait de vous paralyser. Mettez-vous dans l'esprit que vous pouvez agir et que vous agirez, en effet. Alors, la rapidité de vos progrès vous étonnera. Si vous n'y consentez pas, c'est que vous n'êtes pas sérieux. Du moins, pas sérieux comme voudrait vous voir le maître, donc par rapport à un projet que vous pouvez avoir. Vous jouez simplement à l'homme sérieux. Je ne dis pas que vous ne fassiez pas d'efforts, mais ces efforts-là ne comptent guère. Alors, est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ce type de passage? La pensée positive, Gladiator, la puissance de la pensée positive. C'est exact. Donc la puissance de la pensée positive. L'habitude, je suis sérieuse. Bah, par exemple. Ce soir, c'est la fin de l'année. C'est mal. Alors, si on continue. En général, il n'y a pas de rapport. Alors ça, c'est un côté éducation et crime. Crime, donc. En général, il n'y a pas de rapport entre le crime commis et la punition infligée par la loi ou par l'école. Un homme vole, puis il est incarcéré pendant un certain temps. Quel rapport y a-t-il entre ces deux faits? Donc de voler et d'être incarcéré. Il serait rationnel de faire travailler le coupable jusqu'à concurrence du prix de l'objet volé, puis un prix qui serait remboursé à la personne lésée. La punition devrait autant que possible correspondre au crime. Emprisonner un homme simplement parce qu'il a volé est une espèce de cauchemar. De même parmi nous, si un enfant n'apprend pas certaines leçons, il est battu. Donc c'est par là, on parlait des pays orientaux, mais ça existe aussi dans nos pays. Quel rapport entre ces deux faits? Si vous vous rappelez, il y a la règle, d'accord, qui est interdit maintenant, mais... Ça a été remplacé par le permis à poids.
même, parmi nous, si un enfant n'apprend pas certaines leçons, il est battu. Quel rapport en sens et de fait? On pourrait dire, avec quelle raison vous n'avez pas appris la leçon? Vous allez vous trouver en retard sur vos camarades de classe, il faut donc rester ici pour l'apprendre au lieu d'aller jouer. Donc on verra, mais dans la philosophie, où il y a des règles de bon sens qui expliquent justement. Plus constructive. Voilà. C'est un petit peu la même chose que quand on dit à un enfant tu vas au coin. On y a peut-être tous été déjà, mais quand on dit à un enfant tu vas au coin, c'est bah, tu es puni, tu vas au coin. C'est assez destructeur, parce qu'en fait on n'a que la moitié de l'histoire. Aller au coin, ça veut dire quoi? Quand on va dans un coin, symboliquement, on a un coin. Donc un coin, ça sert à quoi? Ça recentre. C'est fait pour ne pas être dérangé par le reste, mais en même temps, c'est fait pour se centrer. Tu vas au coin, c'est aller te centrer. Donc, on dit à l'enfant, t'es puni, tu vas au coin, mais point, donc ça met les boules, c'est normal. Par contre, si on lui dit, tu vas dans le coin pour réfléchir, pour savoir ce qui s'est passé, après tu viens m'en parler, qu'est-ce qui s'est passé de bien, comment tu pourrais modifier la prochaine fois, tu vas au coin simplement parce que moi tu ne seras pas dérangé par tout le monde. C'est horrible même. Et ainsi de suite. Oui, non, mais c'est déjà pour montrer que c'est la même chose que quand on dit la violence est humaine et la violence est inhumaine. C'est pareil. Quand tu vas au coin, c'est la même chose que la violence est humaine. Par contre, si on dit tu vas réfléchir, tu vas te recentrer, et puis tu viendras me donner la synthèse, c'est la même chose que la violence est inhumaine. C'est deux façons de voir la même chose. Une plus destructive, une plus constructive. Alors, mais la méthode en usage est insensée et radicalement fausse. L'idée de causer intentionnellement une peine est toujours mauvaise. Et toutes les coutumes du monde n'y changeront rien. 1000 choses extrêmement indésirables et absurdes ont été faites conformément à la coutume, telles que la déformation des pieds en Chine, et à diverses époques, certaines modes régnant parmi nous. Il ne faut pas s'imaginer que si une pratique est conforme à la coutume, même depuis plusieurs siècles, elle est par cela même bonne et nécessaire, car très souvent, elle est tout le contraire. Donc c'est bien de pouvoir justement réfléchir sur les choses. Après, il y a sûrement un bon fond qu'il faut trouver et enlever la mauvaise forme. Ce qu'on appelle en Occident, jeter l'eau du bain et garder le bébé. Donc on ne jette pas tout. Donc même là derrière, même derrière les choses atroces, il y a un bon fond qui est fait par une mauvaise forme, les choses atroces. Donc il faut retrouver le bon fond par rapport à tout ça. Oui. Je comprends pas l'expression faut pas jeter le bébé avec l'eau. Moi non plus, c'est pour ça que vous êtes là, donc pour que vous puissiez me l'expliquer. C'est quoi cette expression? Ça veut rien dire cette expression. Ouais, parce que moi c'est la première fois que je l'entends. Alors, jeter le bébé, très souvent on entend jeter le bébé avec l'eau du bain. Enfin, très donc, souvent. Il y a le bébé avec l'eau du bain. Donc vous avez votre verseau, enfin votre baignoire avec le bébé, l'eau du bain. Lorsque vous avez fini de laver le bébé, donc la chose précieuse, est-ce que vous gardez l'eau sale avec? Est-ce que vous laissez tout mariner? Ou est-ce que vous jetez tout? Ben, on jette tout, évidemment. Ben voilà. Pas si on Donc tu as tout compris. C'était tout l'eau et les bébés. Mais c'est pour ça qu'elle a eu 10 enfants dans cette vie. Non mais quelle question, c'est drôle ça. Et oui, mais c'est pour ça que tu n'as pas eu d'enfants dans cette vie. Qu'est-ce qu'elle a ce soir? T'es en manque de câlin ou quoi? Non. C'est la fille. T'es en train de compromettre ton réveillon. On arrive presque à la fin. Et en plus, j'ai l'ordinateur qui me fait des signes. Jette le bébé avec l'eau du bain. Ton cadeau, tu vas pas avoir grand chose. C'est un mec. Une soupe et olive. Il va aller au coin sans la bûche. Encore réfléchir au moins. Non mais c'est symbolique jeter le bébé avec l'eau, mais on aurait pu trouver autre chose qu'un Oui, bébé. mais justement, on t'attend pour trouver autre chose. Donc on est là pour que vous nous donniez votre part. Votre part. D'accord? Donc donne-nous ta part et dis-nous, par contre, pour remplacer. Pour ça, réfléchissez et venez avec vos solutions. C'est l'expression populaire. On est là pour donner des solutions. C'est comme la monnaie. C'est comme la... Oui. C'est comme la monnaie de singe. La monnaie de singe. Parce que les singes achètent. Non. Alors pourquoi la monnaie? Bon, voilà, ça veut rien dire. C'est pas une idée. La 5e roue du carrosse. Il n'y a pas 5 roues sur un carrosse. La roue de secours. Même pas. Ben, elle n'est pas sur le carrosse. Oui. Elle est en roue de secours, elle n'est pas. Elle Elle tourne tourne pas. pas. Elle est sur le carrosse Elle de tourne pas. Ta roue de secours sur ta voiture, elle n'est pas.
Elle ne tourne pas quand... Non. C'est normal. Encore, on continue. Cet idéal à atteindre est réel, évident et pratique. Le criminel et l'enfant doivent être non pas poussés par la crainte, mais assistés par l'éducation. Le système consistant à terrifier les enfants produit les résultats les plus déplorables, introduisant dans leur vie la peur, le chagrin et la duplicité. Il exerce en général une action pernicieuse sur le caractère et sur les qualités civiques. Sous une autre forme, Faut que tu fasses la liste au Père Noël, toi. Sous une autre forme, c'est la vieille idée théologique de l'enfer. Mais cette fois, c'est ici que doit se trouver l'enfer et l'enfant asservisé trouve moyen de s'y soustraire. On a cru pouvoir amender les gens en leur faisant peur. La persistance de cette idée est singulière. Donc on a plus été éduqué, comme dans les vieilles philosophies ou religions, par la peur. Et la solution définitive n'est pas par la peur. Si provisoirement elle pouvait être par la peur, comme on dit à un enfant ne touche pas, tu vas te brûler, c'est une façon de lui faire peur. Le mieux, c'est de lui faire toucher la chaleur. Voilà. Progressivement de lui faire approcher sans qu'il se brûle. Ça, c'est ça qui se brûle. C'est ça. Forme de philosophie. Je me retire. Ouais, mais- Je vais me poser une question. Vas-y, pose la question. Norbert a une question. Oui, Norbert, on t'écoute. Merci. Je sais plus lequel des prénoms. Aquila. Aquila, Ouais, parce qu'Aquila, c'est joli. Surtout, c'est le vrai. Et Comme le coin, quelque chose. finalement, cette peur, je veux dire, parce que finalement, elle est assez, on peut prendre un mot intelligent, transgénérationnelle. Il y a le quoi. coin. D'une génération à l'autre, je veux dire, on transporte un peu la patate chaude, cette peur. Et il faut en revenir au début de... La patate chaude, c'est plus l'éducation que la peur. La peur, c'est la conséquence de l'éducation. La patate chaude, c'est plus l'éducation. Ah. La patate chaude, c'est plus l'éducation. Oui. La peur, on est la conséquence. Et alors D'accord. Et alors Et au début, il était marqué entre autres le pardon. Comment arriver à pardonner? Alors, par rapport au pardon, on en discutera avec les textes, mais celui qui, philosophiquement et sagement, celui qui doit pardonner, donc redonner par-dessus l'acte qui a été fait, pardonner, donner par-dessus, ça sous-entend, donner c'est donner, reprendre c'est voler, ça sous-entend qu'il n'a jamais donné, ou qu'il a repris ce qu'il a donné. Si vous prenez les termes, vous les voyez comme ça. C'est la même chose quand on a besoin d'être rassuré, re-assuré. Et les rancuniers. Ah, ce sont les crapettes, ce soir. Pardonner, c'est pardonner. Donc c'est donner par-dessus l'acte qui a été fait. Redonner? Oui. Déjà, on a Redonner. donné, on redonne. Eh oui, mais C'est comme les impôts, ça. Eh oui, parce que tu as repris, donc ça sous-entend que tu n'as jamais donné. Parce que quand tu donnes quelque chose, tu n'es pas là pour le Non, reprendre. mais si on nous a volé et qu'on n'a pas donné, Ah, mais non, mais pardonne. non, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Donc on donne ce qu'on nous a volé. Mais On non, on redonne. t'a rien volé. Ah, ben voilà. Et justement, c'est la même chose que être rassurant. Parce que- Quelqu'un qui me dit rassure-moi, c'est impossible. On ne peut pas re-assurer quelqu'un. On est assuré, on est assurant, on est assuré. Si vous prenez une deuxième assurance, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas vous réassurer une deuxième fois. Parce que si vous avez un sinistre, il n'y a qu'une assurance qui va rembourser, il n'y en a pas deux. Ça, c'est sûr. C'est la même chose au niveau de ce côté pardonner. Si c'est donné, c'est donné. Si vous devez pardonner, c'est que vous n'avez pas donné. Ah, tu pousses loin là. Parce que Oui, Ouais, peut-être. c'est cool. Peut-être, mais c'est les lois de la sagesse. C'est la même chose que quand vous lisez dans les journaux, dans les autres, une mère qui pardonne au meurtrier de son fils. Mais pardonner, c'est se pardonner aussi d'abord, avant toute chose. Si tu veux. Non, mais on peut prendre le cas où j'ai donné et où on m'a rendu. Et donc je dois redonner. On m'a rendu en coupant Mais- la confiance ou autre chose. Dans le cas pratique de la mère qui pardonne qu'on ait tué son enfant, elle n'a pas eu ni à donner, ni à pardonner. Alors, Parce que ça, c'est un terme journalistique. d'accord. Donc ça sous-entend qu'elle a toujours donné. Alors, le vrai terme, c'est quoi? Le vrai
C'est l'étymologie. Pour moi, si on doit pardonner, ça nous indique qu'on a repris ce qu'on avait donné. Donc on a... Moi, si on nous a pris Qu'est-ce qu'on prend? la vie, par exemple, de notre fils, on va pardonner. On est d'accord parce qu'on nous a éduqués, il y a des peuples qui fêtent les morts et des peuples qui pleurent les morts. Voilà. Si vous êtes éduqué dans un peuple qui pleure les morts, c'est normal que vous soyez dans cette philosophie-là. Donc si vous êtes dans une philosophie restrictive qui ne vous explique pas qu'on ne meurt pas, que le temps existe lundi, mardi, mercredi parce qu'on a la planète qui tourne, mais si elle ne tournait pas, il n'y aurait pas de lundi, mardi, mercredi, on est dans des totales absurdités, y compris par rapport à la mort. Donc vous avez des tas de livres qui datent il y a 50 ans, 100 ans, 1000 ans d'hier, qui vous expliquent que si vous pouvez voir la vie différemment que la personne est morte, vous ne la voyez plus. Oui, mais c'est là. Et tous les endroits où, en soi, on a... Ça n'est pas du degré aussi. Bien sûr, mais à tous les endroits où on a quelque chose qui nous fait du mal, on a quelque chose qui nous contracte, c'est qu'on a une ignorance quelque part. Ah, mais ce n'est pas du degré quand même. On est d'accord. Pour pardonner. Oui. Pour pardonner des choses futiles, mais bon, sur les grosses choses, je ne pense pas quand même. C'est-à-dire c'est l'évangile qu'il faut pardonner. Oui, le but de pardonner, ça ne veut pas dire qu'on doit tolérer et admettre et que ça se refasse. On doit apprendre de nos expériences et de nos bêtises, de nos erreurs, mais pardonner, ça veut dire aussi que on fait tous partie du même univers et que c'est lui qui s'est collé à faire cet acte dramatique. Mais si c'était pas lui qui s'est collé, ça serait à moi de le faire. Donc si je dois aussi le remercier de ne pas l'avoir fait à sa place. Mais si tout le monde pardonne, c'est la facilité aussi. C'est dire, voilà, ça veut je pas pardonne, dire... donc celui qui va faire derrière, alors, il va se dire, prenez l'exemple. Prenez l'exemple. On interroge 1000 personnes et on leur demande à chacun, y compris pour vous, voilà, votre enfant tue quelqu'un, qu'est-ce que vous vouliez comme sanction pour lui? La même sanction que les autres. La majorité des gens vont vous dire, je veux pas qu'il en ait en prison. La majorité des gens vont dire, je veux qu'il ait une autre sanction que celle d'être traumatisé, d'être enfermé, d'être battu. Je veux qu'on lui apprenne la vie, mais pas de cette façon-là. Ce n'est pas de l'éducation, alors. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, si la majorité des gens disent oui, je veux bien qu'ils comprennent et qu'entre guillemets ils payent et qu'ils rétablissent, mais pas d'une façon absurde. Dans le côté prison, il y a un bon fond, c'est bien qu'il y a bien une période sur laquelle il doit se passer quelque chose, mais pas d'une façon enfermée. Il ne fait rien. Moi je fais un test de paternité et je décide après. C'est un exemple. Si c'est pas le mien, on lui coupe la tête. Si c'est le mien, je veux pas qu'il aille. Non, mais bon, pour soi, c'est toujours bien de parler. Et voilà, ça permet d'avancer pour soi-même. Et voilà. C'est clair. Alors, si justement ce texte parle de ça, quand il voudra bien se mettre en entier, voilà. Si dès le début, on va l'aider un peu, si dès le début vous gouvernez par l'amour, donc que ce soit un gouvernement, que ce soit un parent, que ce soit une civilisation ou autre, l'amour s'éveille en votre élève, donc en votre enfant, et vous obtenez de celui-ci un effort. Pour instruire les enfants, il faut une vive intelligence, un cœur aimant et une patience aussi vaste que la mer. Il faut comprendre les fautes commises par les enfants et pouvoir montrer aux élèves la façon de faire les choses bien, mais comme ils l'entendent, c'est-à-dire chacun avec sa créativité, et sans détruire les autres, sans faire de mal aux autres, on est d'accord. En employant tout de suite la force et la rudesse, vous n'éveillez que l'hostilité et vous n'obtiendrez rien de satisfaisant. Alors, si on passe à la suite. Si, ça va bien. Bon, donc ça veut dire que le bouquin, là, c'est tout le même bouquin sur le tu as référé, là? Il y en a plusieurs. Je vous donnerai les références si vous voulez. Donc une fois que j'ai lu ces bouquins, je peux attendre... Alors, c'est comme application quand même. Voilà, au fur et à mesure, il faut mettre en application. Mais c'est comme tout, c'est-à-dire que... est-ce que, une fois que vous avez lu, vous faites des études, est-ce qu'une fois... l'intelligence? Alors, on reprend un exemple simple. Est-ce qu'une fois que vous avez eu votre livre de maths en 6e, que vous l'avez lu du début à la fin, est-ce que vous êtes capable de faire tous les exercices qui sont dedans? Non, ben non, pas du tout. Pas parce que je l'ai lu que je suis capable de faire l'exercice. Il faut bien que je mette en application, niveau par niveau, exercice par exercice. C'est pareil pour la sagesse. C'est pareil pour tout. Et
Et la vie est fait Le pour chemin apprendre. est long. S'il est long, alors je confirme qu'il sera long. C'est pour ça que les anciens sont beaucoup plus sages que. Mais pas contrariant. Alors, Mais Non, c'est ça pas veut dans dire la que- Ça dépend de vie ce qu'on a comme ça, le décidé. chemin est long. Voilà. non, Non, mais j'ai ça, on peut le compris, souhaiter. j'ai compris. Mais C'est de pas toute chaotique. façon, je pense pas qu'il puisse être vraiment court. Hein. Le- C'est Pardon. c'est toute une éducation Alors- de longue date qu'on ne peut pas tout Alors oui en et non. apprenant. Oui et non. Pourquoi? Parce que chacun de nous sommes comparables à un étudiant qui a déjà un certain nombre d'UV. Donc on ne sait pas le nombre que l'on a. Mais pour certains, il leur manque un UV ou deux. Il faut juste aller dans le sens et il se peut qu'il ne vous manque pas grand-chose. D'accord? Mais plus vous dites bah, c'est long, etc., et plus vous en casserez là-dedans. Certaines personnes sont fières de toujours dire ce qu'elles pensent. Ça, c'est pour les bavards. Même en blessant autrui, et elles semblent regarder cette franchise comme une vertu. Le maître, qui jamais n'emploie les mots à la légère, dit qu'elle peut être un crime si l'expression en est cruelle. Donc l'expression, c'est la forme. Bien sûr. Dans un débat ou dans une discussion, nous pouvons très bien donner notre avis personnel, mais avec tact et courtoisie. L'apôtre dit que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Ceci ne veut pas dire qu'il doit chercher à persuader les autres, mais que lui-même doit comprendre sur quoi reposent certaines de ses propres convictions. Donc est-ce que c'est des choses à lui qu'il a acquis, ou c'est des choses qu'il a acquis qui sont devenues innées, ou des choses qu'il a acquises qu'il n'a pas encore compris. Dans ce cas, il pourra exposer ses idées quand il le faudra, avec douceur et modération. Donc une fois que c'est acquis, c'est beaucoup plus facile pour exprimer. C'est un petit peu la même chose que lorsque vous êtes étudiant, que vous avez compris un exercice, et que le prof vous dit « va le réexpliquer à tes petits camarades ». Qu'est-ce qui se passe quand vous allez le réexpliquer à vos petits camarades? On défend. Non. Non, alors c'est que... Si vous l'avez fait, vous savez ce qui se passe. On n'a pas la même façon d'expliquer, tout simplement. Quand vous avez compris un exercice, que vous allez l'expliquer à vos camarades, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que plus vous allez l'expliquer, plus vous allez l'acquérir de mieux en mieux et de façon différente. D'accord? Donc plus les petits copains ils vont vous dire mais ça j'ai pas compris, on va l'expliquer, ça j'ai pas compris, de toute façon, et au bout d'un moment, il va falloir expliquer 10 fois, ben, c'était mieux que si j'avais pas expliqué. Je connais beaucoup mieux. Pour l'intégrer. Voilà, c'est la même chose. On n'a pas le même temps. Alors, un dernier passage un peu long, qui parle de, si ça va bien, de la nourriture et de la viande. Alors c'est un petit passage qui dit « Et par la superstition, donc les croyances, plus cruelle encore, qui fait croire à l'homme qu'il a besoin de se nourrir de chair. » Donc vous avez différents ouvrages qui vous expliquent qu'il y a 3 types de dentition et d'estomac. Il y a la dentition et l'estomac des ruminants, donc de ceux qui mangent de l'herbe. Vous avez ceux des frugivores et ceux des carnivores. D'accord? Et au niveau dentition, différente, et au niveau estomac, différent, longueur d'estomac. Et l'homme est celui qui ressemble aux frugivores. Il ne ressemble ni aux carnivores, ni aux dentition et estomac, ni aux herbivores. Il y a les locavores. Alors, C'est donc, l'explication est en dessous de ces 2 petites phrases. Oui, c'est bien là une superstition, car des millions d'hommes se portent fort bien en se passant de viande. Sans doute quelques personnes, victimes d'une hérédité fâcheuse et de leur propre karma, sont-elles vraiment dans l'impossibilité de digérer par leur corps les aliments plus purs, mais elles sont très très rares. Donc là, tu vois, je ne veux pas t'embêter, mais c'est bien l'exception qui confirme la règle. D'accord? Ces 2 phrases-là, c'est l'expression, c'est l'exception qui confirme la règle, comme en mathématiques. Toutes les règles sont valables partout. J'ai connu moi-même quelques cas, parmi des centaines de philosophes, de personnes qui, après avoir essayé vraiment et pendant longtemps d'adopter le régime végétarien, ont dû s'en reconnaître incapables. Quant à toutes les autres, après avoir surmonté d'abord certaines difficultés, elles ont pu définitivement adopter, souvent au grand avantage de leur santé, la nourriture végétale. Ça va pas se passer. Mais si on n'est pas d'accord, on ne peut pas acquérir la sagesse. Il explique après, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation, mais c'est un chemin plus court. Après, il n'y a aucune obligation à le faire ou à pas le faire. Mais Je ne suis pas arrivée, je savais que je faisais ça. c'est un peu la même chose que dire des gros mots, pas dire de gros mots. Non, ça veut dire que tu vas revenir dans cette option après. Tu vas refaire un.
Donc une montre religieuse ne deviendra jamais sage. Voilà, c'est là. La preuve indéniable en est faite, presque tous les hommes peuvent se maintenir en pleine vigueur sans s'associer aux crimes commis en abattant les animaux. Le pourcentage de corps physiques incapables de s'adapter au régime végétarien est infime. Leurs possesseurs sont à plaindre, mais si, après avoir sérieusement et intelligemment essayé de réformer son régime, ils reconnaissent le changement impossible, ils doivent l'accepter comme une conséquence karmique ou autre, ou génétique, ou son... Encore, quelle que soit l'excuse qu'on lui donne, il n'y a pas de problème. Dans un cas semblable, il n'est pas toujours sage ni judicieux de dire « j'obligerai mon corps à l'obéissance ou je renoncerai à la conserver. Je vivrai d'aliments purs ou je renoncerai à la vie. » Il se peut que l'on ait à remplir des devoirs vis-à-vis d'autrui, devoirs dont il soit impossible de s'acquitter avec un corps affaibli, devoirs exigeant une santé robuste. Oui, pourquoi il est comment Pour tout ce qui suit après, si on y arrive. Pourquoi c'est pas bon de manger de la viande en C'est- petite quantité sans Toutes les philosophies de sagesse expliquent ça. D'accord Après, c'est la même chose que fumer, Oui, la même mais chose que alors boire. ils le disent et ça, on doit le tenir pour vrai. Enfin, Non, il y a des Des raisons. à ça. explications, bien sûr. Oui, il y a Oui, des Mais c'est la D'accord, question que je d'explication. pose. Alors, On les a après. C'est parce que Mais déjà, la première explication, c'est simplement mathématiquement, enfin mécaniquement, au niveau du corps. Déjà. Biologiquement. Il y a une émission qui est venue il n'y a pas longtemps, qui me plaît. c'est ça, c'est ça. Alors, il y a une autre émission qui est venue il n'y a pas longtemps. Pour ceux qui l'ont vue, c'est Mon enfant, mon bébé est un animal. Donc, c'était sur Arte. Et il y a des personnes qui ont des singes à la maison. Ils adoptent des singes et autres. Dans ce cas de figure, il y avait plusieurs familles, dont une famille et un couple qui avait une soixantaine d'années. Et c'est la femme qui avait pris un singe. Et le singe, un peu comme le chien, comme le chat, en plus le singe encore, on le fait manger dans la gamelle. Enfin, pas dans la gamelle, dans l'assiette, dans son assiette. Et au bout de quelques temps, comme il y a la visite au vétérinaire tous les 6 mois, tous les ans, le vétérinaire lui a dit au bout d'un an, après piqûre et autres, votre animal a le diabète. Diabète ou cholestérol? Diabète et après cholestérol. Donc il lui a dit, si vous ne lui donnez pas sa nourriture, il va mourir de diabète. Donc elle n'est pas arrivée à ne pas lui donner parce que c'est son bébé et ainsi de suite. Et après il avait le cholestérol et ainsi de suite. Donc on s'aperçoit par cet exemple que ces maladies qui, soi-disant, sont humaines ne sont pas humaines. Elles viennent de notre nourriture. Et vous avez plein de livres là-dessus qui parlent de ça, ou de films, ou de reportages, en plus de ces textes qui en parlent. Après, l'important est d'avoir de l'information, et en fonction de cette information, de choisir ou pas choisir. C'est que vous soyez de l'être ou de pas l'être, c'est pas un problème. Le tout, c'est que vous ayez l'info et que, grâce à cette info, vous pouvez choisir. Le but, c'est pas d'être ou de pas être, c'est d'avoir le choix, d'avoir toutes les informations, de la même façon que, si je vole, j'ai l'information que je vais en prison. Si je n'ai pas l'information, je vais voler, et puis on m'a pas dit que j'allais en prison, mince. C'est un peu la même chose. Donc, si on ne me dit pas tout, je suis embêté. Il y en a qui le savent et ils disent quand même « Ah non, je suis en prison ». C'est pareil pour le singe. Même si elle sait que le singe a le diabète, elle lui donne encore à manger. C'est la même chose. C'est pareil pour tout le monde. Un conseil semblable peut, je l'avoue, servir d'excuse très facile aux personnes qui n'aiment pas l'alimentation rationnelle et qui n'ont pas le courage d'habituer leur corps à un régime nouveau. Donc celui de garder le régime carné. Il faut pourtant le donner dans l'intérêt des quelques infortunés obligés de conserver leurs habitudes anciennes. L'alimentation carnée est contre-indiquée parce qu'il est cruel de tuer les animaux, c'est une première raison. Dans la philosophie, il y a des cycles, et il est dit dans plusieurs philosophies que les animaux sont nos petits frères, c'est-à-dire ce sont ceux qui se réincarneront plus tard en êtres humains. Donc symboliquement, c'est comme si vous tuez des bébés, ou des civilisations moins évoluées, ou qui vont évoluer. Alors, l'alimentation est cruelle, et aussi parce qu'elle introduit dans nos corps
des parcelles indésirables qui les épaississent, en excitant dans les élémentales. Les élémentales, c'est les différentes molécules de notre corps qui, en occultisme, sont appelées élémentaux. De ce corps, les désirs de la nature animale. C'est-à-dire que si vous ingurgitez de l'animal, ben, vous avez plus vos instincts animaux qui ressortent que vos instincts divins. Il y a d'ailleurs bien d'autres raisons qu'il m'est arrivé de passer en revue. C'est un des rares sujets où tous les arguments sont du même côté, car il n'y a aucune raison pour défendre l'alimentation carnée, sauf que les gens s'y livrent parce qu'ils la trouvent agréable. Il y a aussi le fait, par exemple, que quand Oui. tu tues l'animal, il sent par instinct qu'il va mourir, donc ça provoque un stress qui induit des toxines et que tu ingères, quoi. Si l'on nous demande notre opinion, je crois que nous pourrons démontrer avec toute la clarté possible que l'intérêt de chacun est de s'abstenir de viande. Ce n'est pas seulement une question de principe, bien que ce point de vue nous suffise, mais le régime végétarien assure une santé meilleure et permet d'éviter certaines maladies affreuses. Enfin, il est bien établi que le végétarien est relativement plus endurant. Certaines personnes objectent qu'en tout cas, il faut tuer pour vivre et du reste, les végétariens détruisent eux aussi la vie en mangeant des légumes. Il y a dans cet argument une part très minime de vérité. On peut dire, si l'on veut, que nous détruisons la vie végétale, mais celle-ci est beaucoup plus primitive et ne possède pas l'extrême sensibilité qui caractérise l'animal. D'ailleurs, pour ceux qui ont des animaux, ça se voit beaucoup plus chez les chiens que chez les autres animaux, mais ça se voit aussi quand vous avez un chien que vous affectionnez, et quand vous le regardez dans les yeux, qu'est-ce que vous voyez? Non, mais pas. Pourquoi? Vous allez le tuer? Non, mais personne ne va tuer son chien. Donc, L'amour qu'il a. donc vous voyez son amour, Bien sûr. son amour qu'il a pour vous. Donc vous voyez bien dans les yeux du chien, parce que c'est le plus facile à voir, c'est plus difficile chez un chat et autres, mais quand vous regardez dans les yeux de votre chien, vous voyez de l'amour. Donc c'est plus difficile. Enfin, par rapport à ce qui est évoqué ici, par rapport au sentiment, c'est... C'était pas sur celui-là, c'était sur celui d'avant. L'extrême sensibilité qui caractérise l'animal. Donc l'extrême sensibilité qui caractérise l'animal, c'est ça. C'est que, vous voyez bien dans ses yeux, sa sensibilité. Et il y a plus de sensibilité probablement dans un animal que dans un végétal, même s'il y en a dans les végétales, dans les minéraux, et ainsi de suite. Alors l'objection fondamentale élevée contre la coutume de tuer est motivée par le fait que cette coutume s'oppose à la marche de l'évolution. Si vous tuez un homme, vous ne faites en réalité pas de mal à l'individu en ce qui concerne ses plaisirs et son bonheur. Il passe généralement sur un plan où il goûtera une félicité qu'il n'a jamais connue sur le plan physique. Enfin, à elle seule, la destruction du corps n'est pas nécessairement cruelle, car l'homme tué subitement ne le sent pas. Si vous l'avez lésé, c'est en le privant des occasions d'évoluer que lui fournissait son corps. Donc là, il part dans d'autres domaines, en disant quoi? Donc là, il rentre dans des domaines un peu plus complexes. Moins facile à comprendre. Et à part la viande, il y a d'autres thèmes. C'est tout ce qui, en fait, tout ce qui fait que votre corps va être soumis à maltraitance. Donc tout ce qui va le détruire, tout ce qui va accélérer son vieillissement ou la maltraitance. Philosophiquement, le corps est comparable à un cheval. Donc vous devez le brosser, vous devez le nettoyer, vous devez l'entretenir. Donc si à votre cheval ou à votre animal vous lui donnez des choses qui lui font du mal, c'est maltraitant. Donc c'est tout ce qui est maltraitant. Donc, si je parle des gros mots, c'est maltraitant. C'est dans Lucky Luke, ça, non? Oui, aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des vidéos sur Internet sur Matsumoto, un japonais qui a cristallisé de l'eau. Cette eau étant sujet avant, par exemple, à soit des choses positives, soit des choses négatives. Soit des films positifs, soit des films négatifs, soit des mots positifs, soit des mots négatifs. Et si vous, sur 2 verres d'eau, vous mettez amour d'un côté et haine de l'autre, que vous les laissez pendant une journée, une semaine dessus,
et que après vous cristallisez ces deux eaux, vous verrez que celle où il y a marqué amour, tendresse, passion et autres, les cristaux d'eau se développer lors de la congélation ont des formes comparables à des bijoux d'orfèvre. De l'autre côté, où il y a marqué haine, méchanceté et autres, ça ressemble à des choses informes, difformes. Donc nous sommes 70 à 90% d'eau suivant l'âge que l'on a, et dire des gros mots, c'est pareil, c'est la maltraitance. Penser mal, c'est la maltraitance, et ainsi de suite. Donc que ce soit des gros mots, que ce soit des choses que l'on ingère, que l'on pense que par nos cieux, c'est pour ça qu'il y a des pubs qui disent attention aux enfants, moins 8, moins 10, moins 12, moins 14, moins 7. Parce que tout ça, c'est la maltraitance qui fait du mal au corps aussi. Donc tous ces thèmes, je vous donnerai les références du livre, ou je peux vous les envoyer par mail aussi, tous ces textes. Donc c'est une partie de ce qu'on peut trouver dans les philosophies dont vous avez sûrement déjà entendu parler, dans les dictons que l'on a évoqués, comme jetez l'eau et pas le bébé, et ainsi de suite. Donc si vous vous intéressez à des philosophies ou à des religions ou autres, ou ça peut même être du bon sens simplement, ou ça peut être des phrases du peuple, comme une qui dit, une phrase italienne qui dit « La vérité est comme l'huile, elle remonte toujours à la surface ». À travers tous les petits dictons qu'on a reçus, toute la sagesse est cachée là derrière. C'est bien italien, ça. Et donc, tous ces petits dictons, il est caché du bon sens et quelque chose qui peut aider justement à acquérir cette sagesse qui est exprimée de 1000 façons différentes dans 1000 lieux différents. L'interro, c'est pour quand? 24 décembre. Ah non, le 24, il y a le réveillon avec Evelyne, ça va être musclé. Le 24 décembre. Bon, merci Marc. Voilà. Donc, je vous remercie. Est-ce que vous avez quand même une dernière question ou certaine? Non, la prochaine fois. Plus de questions. On veut plus savoir. On veut pas savoir. Je veux rien savoir sur les patates chaudes. Oui, non. Alors, oui, parce que c'est quelle période en fait hein? Alors, Période, c'est- je ne connais pas les périodes des anciens, Oui. parce que pour moi, ils sont toujours Les vieux, voilà, c'est devenu en fait. d'actualité, c'est ça. Mais je ne connais pas les... Non, mais c'est moderne. Je crois que c'est à peu près 960 à 1960. Vers 960. C'était quoi la question? L'âge, à quelle période a vécu Lao Tzu? Bah, il doit être vieux parce qu'il est en pierre. Et voilà. Donc je vous remercie pour votre participation, malgré la difficulté informatique. Ah oui, là, technique, Evelyne, Oui, tout, hein, la totale. Très dur.